Au milieu d'une pluie de fleurs, une femme se déclare fièrement princesse impériale, Vishnaël Lorovi Kissomalos. Elle se souvient de sa mort passée brutale, une punition où elle fut démembrée. Soudain, Vishnaël se retrouve dans une chambre d'attente du couloir de la mort, complètement déconcertée par son retour. Réalisant qu'elle est revenue au moment précédant son exécution, elle prédit nerveusement l'arrivée imminente d'un bourreau. Il consulte sa montre de poche, les dernières secondes s'écoulant avant son départ programmé. Alors que le bourreau l'appelle, elle pique une colère au sol, criant son refus de partir. Elle repousse frénétiquement les gardes, déplorant sa terrible malchance de revenir au pire moment possible. L'horrible prise de conscience qu'elle sera de nouveau démembrée s'installe, et elle prie désespérément le dieu ancestral de Kissomalos. Remarquant la récente absence du dieu des rites, elle sent une corde se resserrer autour de son poignet. Complètement prise au piège, elle implore le dieu d'apparaître soudainement et de la sauver de son destin. Un être divin apparaît, se présentant comme le dieu Kissomalos, la divinité ancestrale qu'elle a invoquée. Furieuse, Vishnaël le salue non pas avec révérence, mais avec un puissant uppercut, criant qu'il s'est enfin montré. L'assaut incessant continue, tandis qu'elle pleut des coups sur la divinité surprise. Meurtrie et secouée, Kissomalos se rend, plaidant pour une chance de s'expliquer. Magnanimement, elle accepte de l'écouter, s'asseyant à une table et exigeant une explication. Kissomalos regarde avec une incrédulité totale, encore sous le choc de l'accueil inattendu et violent. Paf! Elle lui assène un autre coup de poing, tandis qu'il tente faiblement d'excuser sa piètre performance par sa puissance divine affaiblie. Elle exige furieusement qu'il explique ce qu'il entend par sa puissance divine affaiblie. Kissomalos semble de plus en plus nerveux sous son interrogatoire intense et agressif. Avec un regard de mépris, elle rejette son explication comme une logique de pacotille. Il explique nerveusement que pour que le rang divin de la famille augmente, les descendants doivent imiter son propre style de vie. S'ils échouent, la famille tombe en ruine. Il conclut qu'elle aurait dû vivre de manière insouciante, tout comme lui le faisait autrefois. Il gesticule sauvagement pour souligner son point sur la vie insouciante, la laissant complètement abasourdie par l'incroyable nouvelle. Elle réalise que vivre n'importe comment aurait augmenté la puissance de leur divinité, ce qui signifie que toute sa vie a été une erreur. Elle repense à sa vie d'études diligente, déplorant n'avoir jamais choisi cette voie pour elle-même. La raison de sa vie responsable est révélée son père biologique. Désigné comme le pire empereur des 500 ans d'histoire de la dynastie Kissomalos, le portrait de son père est accroché à côté de celui de l'impératrice. En tant qu'empereur fantoche, il vendait corruptement des postes gouvernementaux aux plus offrants. Sa vie personnelle était tout aussi dépravée, avec 28 maîtresses officielles et d'innombrables enfants illégitimes. Mais son plus grand défaut était son incompétence, illustrée par sa confusion devant un simple rapport statistique présenté par un aide. Il a négligemment jeté les documents de côté, n'ayant pas réussi à établir la moindre connexion politique utile. Son incompétence a permis aux fonctionnaires corrompus de prospérer, évitant leurs propres impôts tout en les augmentant pour tout le monde. Ce règne désastreux s'est terminé par son exécution publique, un destin qu'elle croyait honnêtement mérité. Mais son accord fut écourté lorsqu'un mystérieux grand-duc la fit exécuter par démembrement. Elle souhaite amèrement une mort rapide par poison ou guillotine, au lieu de l'horrible qu'elle a reçue. Elle se souvient comment elle a lutté pour maintenir la nation unie, seulement pour être maîtrisée par 2 chevaliers. La voix du grand-duc résonne, la condamnant pour avoir permis à l'empereur de tomber en disgrâce. Pour cette supposée insolence, il déclara sa sentence. Exécution par démembrement. Enragée, elle hurle en retour au souvenir, niant furieusement l'accusation selon laquelle elle n'aurait rien fait. En sanglotant, elle soutient que sans ses efforts, les finances impériales se seraient effondrées. Il y a des lustres. Alors que d'autres enfants jouaient, elle était enfermée, forcée d'étudier les complexités de la gouvernance impériale. Elle a également enduré un entraînement épuisant, roulant au sol pour maîtriser l'art de l'autodéfense. Elle a travaillé sans relâche à la place de son père, seulement pour être exécutée par un usurpateur, pour ne pas avoir été assez insouciante. Se tournant vers Kissomalos, elle s'affaisse, vaincue, concluant qu'elle a vécu toute sa vie en vain. Elle rétorque furieusement, lui rappelant qu'elle est déjà morte et ne peut pas simplement se ressaisir. Paniquée, Kissomalos essaye de lui dire que quelque chose de vraiment grave s'est produit. Enragée, elle le prend à la gorge, hurlant que rien ne pourrait être plus grave que sa propre mort. Un tic-tac soudain la distrait et elle demande de quoi il parle maintenant. Alors qu'il tombe faiblement dans ses bras, elle l'interroge sur le pouvoir divin emprunté. Kissomalos explique qu'il a manqué de pouvoir divin en remontant le temps. Il en a donc emprunté un peu à prix réduit. Dégoûtée par la nouvelle,
Vishnaël le repousse d'un puissant coup de pied. Alors qu'il s'éloigne en flottant, Kisomalos l'avertit qu'elle devra rembourser le pouvoir divin emprunté après sa régression. Vishnaël rétorque furieusement que si l'héritier est un imbécile, c'est uniquement parce que la divinité est un imbécile d'abord. Kisomalos rit, rejetant sa logique comme absurde. Elle demande avec colère pourquoi il l'a renvoyé 16 ans en arrière, de tous les nombres possibles. Il déclare joyeusement que c'est parce que la jeunesse fleurit à 18 ans, ce qui vaut à Vishnaël un regard de dégoût total, le qualifiant de scandaleux. Il s'excuse, ajoutant qu'elle doit mourir une fois de plus avant de régresser, la faisant paniquer et se demander si elle est confrontée à une offre de démembrement, achetez-en un, obtenez-en un gratuitement. Alors qu'elle est de nouveau menée à l'exécution, Vishnaël déplore son incompétence à laisser sa descendante mourir 2 fois. Elle hurle d'incrédulité tandis que la divinité nonchalante lui fait un signe de paix. Face à une porte dorée, elle admet finalement qu'elle a vécu sa vie en vain. Désormais une petite enfant, elle jette un coup d'œil par un coin dans une pièce somptueuse. Elle prend une ferme résolution cette fois, elle vivra sans retenue. Un carton de titre présente la princesse nouvellement régressée. Vishnaël Lorovi Kisomalos, désormais âgée de 5 ans. Avec une moue, la jeune Vishnaël se déclare l'unique princesse de l'Empire. Elle assimile la situation bizarre. Il y a quelques instants, elle a été démembrée pour la 2e fois et maintenant elle a 5 ans. Son monde est expliqué comme un lieu où le pouvoir divin et le statut dictent la prospérité d'une famille sur des générations. Vishnaël fait une crise, bégayant ces mots en disant qu'il est ridicule que son père ait tout ruiné en une génération. Remarquant son élocution traînante, elle est interrompue par 3 servantes qui se précipitent pour lui souhaiter une bonne journée. Une servante présente un bol d'eau froide, que Vishnaël juge intérieurement parfait pour quand elle se sent abattue. Elle trempe curieusement une cuillère dans l'eau. Vishnaël éclate dans une rage enfantine, les accusant d'essayer de l'empoisonner. La main de la servante trempée se serre de frustration. Ses servantes se rassemblent autour d'elle, la suppliant de boire un antidote contre la paralysie de sa langue. Une servante insiste passionnément pour qu'elle prenne le remède, malgré sa colère envers une certaine femme venimeuse. Une autre servante lui offre ses bonbons préférés à la fraise pour l'aider après qu'elle ait pris le médicament. Vishnaël se fige, réalisant soudain que ce doit être l'incident infâme de son passé. Les effets de la potion ont duré 2 ans, l'obligeant à parler comme une enfant tout en suivant une orthophonie. Résignée, elle touche sa tête et accepte de prendre le médicament. Les servantes sourient, révélant qu'elles ont préparé une dose supplémentaire au cas où. Alors qu'une servante loue sa sagesse, Vishnaël est intérieurement d'accord, même si l'Empire est déjà ruiné. Elle ouvre la bouche pour s'adresser à une servante, mais son élocution traînante déforme le nom en Emiwi. Émue aux larmes, la servante déclare qu'à partir de ce jour, son nom est Émilie. Vishnaël demande la date et Émilie l'informe que c'est le 3e jour du 11e mois en l'an 8173. La date confirme que c'est exactement 16 ans avant sa mort, comme l'avait dit Kisomalos, la laissant s'interroger sur la signification de ce nombre. Comprenant maintenant sa situation, Vishnaël renvoie calmement les servantes, qui s'inclinent et sortent. Seule sur son lit, elle se ronge le pouce pensivement, contemplant son prochain mouvement. Elle réalise avec horreur que si elle ne parvient pas à rembourser la dette de pouvoir divin, elle pourrait être démembrée pour chaque parcelle due. Elle lève la main, réfléchissant à la manière dont elle pourrait élever son statut divin. Le visage en larmes de Kisomalos apparaît dans son esprit, répétant son conseil de vivre imprudemment comme un déchet. Elle conclut qu'elle ne peut pas être un simple déchet comme son père. Il doit y avoir une méthode cachée pour acquérir un statut divin. Elle théorise que le pouvoir de Kisomalos a grandi parce qu'il s'est entouré d'alliés talentueux, malgré son mode de vie imprudent. Ayant trouvé la solution, elle se jette sur son lit avec un coup de pied satisfait. Allongée au milieu de fleurs roses, Vishnaël sourit, prête à mettre en œuvre son nouveau plan. La scène change, alors qu'elle commence sa nouvelle vie. Ses petits pieds tapotent le sol dans d'adorables pantoufles à semelles en forme de pattes. Suivie de ses servantes, elle se dirige vers l'emplacement du régent royal avec un objectif singulier, renvoyer tous ses tuteurs. Avec un regard déterminé, Vishnaël annonce fièrement sa raison. Elle va vivre sans retenue. Vishnaël déclare son intention d'être merveilleusement délinquante, portant ce qui lui plaît pour se promener. Waouh! Elle hurle de joie surprise devant le spectacle qui s'offre à elle. Tada! Un toboggan éléphant géant, celui-là même dont elle rêvait, se dresse devant elle. Tandis qu'Émilie l'avertit du danger, Vishnaël s'élance,
déterminée à utiliser le toboggan qui lui était refusé pour sa dignité. Waouh! Elle glisse joyeusement à une vitesse surprenante, insistant sur le fait qu'elle va bien tandis que sa bonne panique en bas. Elle se propulse de l'extrémité du toboggan dans les airs. Atterrissant avec grâce dans l'herbe, elle est entourée d'un tourbillon de mouvements. Elle rayonne de joie pure, s'exclamant à quel point elle s'amuse. Remontant l'échelle, elle n'arrive pas à croire qu'elle ait vécu si longtemps sans connaître cette joie. Jurant de rattraper le temps perdu, elle décide joyeusement de faire du toboggan tous les jours. Une voix d'en bas lui ordonne de descendre, et Vishnaël regarde par-dessus le bord en faisant la moue. Un petit garçon, accompagné de ses propres bonnes, crie que son papa lui a acheté le toboggan, ce qui perturbe Vishnaël. Le garçon, identifié comme l'enfant illégitime de l'empereur, Trinity, la menace, se vantant que son père est l'empereur. Luttant contre sa paralysie, Vishnaël parvient à bredouiller. « Qui croyez-vous que je suis ?» Elle fulmine intérieurement, ayant mordu sa langue, et se demande quand la paralysie finira par disparaître. Trinity continue de crier, exigeant avec colère qu'elle descende du toboggan immédiatement. Vishnaël, agacé par le sale gosse, le prévient d'attendre juste un peu alors qu'elle commence à glisser. Avec un sourire déterminé, elle glisse à une vitesse incroyable, le visant droit. Criant « Sale bête !» Vishnaël percute Trinity au bas du toboggan. Pif! Elle assène un coup de poing en plein visage de Trinity, déclarant que le toboggan est à elle, tandis qu'il hurle de douleur. Les bonnes crient alors que Vishnaël s'en prend à l'effronter, lui hurlant de mourir dans une bagarre chaotique d'enfants. Maintenant seul dans une cellule, Vishnaël, bout de rage, blâmant cet idiot de l'avoir envoyé dans un camp de prisonniers politiques. Elle pousse un cri furieux, complètement enragée par sa situation. Son cri résonne dans une autre cellule, où un homme lisant un livre s'arrête, se demandant ce qu'est ce bruit. L'imposant homme aux cheveux sombres se demande pourquoi la voix d'un enfant peut être entendue à l'intérieur de la prison. Un garde porte Vishnaël, qui se débat dans sa cellule, alors qu'elle raconte avoir été emprisonnée sur ordre de cette bûche. Dans un flashback, une bonne tient une Vishnaël victorieuse, qui se vante d'avoir gagné parce que Trinity a pleuré en premier. Elle se souvient que Trinity prétendait que toutes les attractions de l'ère de jeu impérial étaient les siennes, déplorant à quel point c'est injuste. Vishnaël pique une colère épique, hurlant qu'elle déteste la prison. Le garde l'avertit que son tapage va mettre l'empereur en colère, mais elle le rejette intérieurement comme un benet. Saisissant un microphone, elle entame une performance passionnée, hurlant de la laisser sortir. Le microphone grésille avec un fort Larsen, amplifiant sa voix. Crac! Elle regarde avec incrédulité un trou qu'elle vient de faire dans le mur, se demandant si sa voix était vraiment si puissante. L'homme de la cellule voisine fait remarquer que ce n'est pas un endroit pour un enfant et lui demande pourquoi elle a été emprisonnée. Passant la tête par le nouveau trou, Vishnaël annonce joyeusement « J'ai frappé quelqu'un », ce qui le pousse à demander qui. Un sourire traverse le visage de l'homme alors qu'il réalise qu'il parle à la princesse. Alors que Vishnaël saute du trou, il commente nonchalamment que son aisément la rend difficile à comprendre. Elle tient son microphone avec indignation, le traitant de misérable insolent qui n'ose pas se mettre à son niveau. Il s'excuse calmement de son impolitesse et lui demande de se calmer, ce à quoi elle accepte magnanimement. Il lui demande ensuite négligemment pourquoi elle a frappé le prince en premier lieu. Vishnaël raconte l'histoire de Trinity s'appropriant le toboggan, tandis qu'une bulle de narration note que l'image du flashback est étrange. Elle termine son explication, affirmant la prétention de Trinity selon laquelle tout lui appartient en tant qu'héritier légitime. L'homme trouve troublant qu'un gosse gâté devienne empereur, ce qui lui vaut un regard furieux de Vishnaël. Elle tape du pied de colère à son commentaire. Amusé, l'homme caresse sa barbe et la félicite, disant que tout ce qui compte, c'est qu'elle ait gagné. Il médite sur le fait que son emprisonnement a du sens, car cet endroit est destiné aux figures puissantes qui s'opposent à l'empereur. Il déduit que Trinity doit avoir un soutien important pour être emprisonnée, plutôt qu'exécutée pour avoir défié la royauté. Vishnu, à l'aide de soulagement, contente d'avoir trouvé un allié potentiel juste avant que le stress ne lui donne un ulcère. Elle s'effondre dramatiquement, remettant en question la santé mentale de son père, tandis qu'une voix off sèche suggère qu'il a probablement un cerveau. Une voix différente appelle « Votre Altesse », la princesse, attirant l'attention agacée de Vishnaël. Un garde annonce la convocation de l'empereur, ce qui fait penser à Vishnaël que son père a enfin retrouvé la raison. Avec un soupir las, Vishnaël accepte d'y aller. L'homme de la cellule voisine lui demande si elle s'en va, et elle réplique que l'héritière ne peut pas rester emprisonnée éternellement. Elle marque une pause, l'air tiraillé.
Il lui crie d'attendre et d'emmener Imang avec elle. Désormais libre, Vishnaël prend la pause, promettant d'essayer de le faire libérer car elle est une splendide princesse. En marchant dans le couloir, elle fulmine d'être convoquée au palais de l'impératrice, alors qu'il n'y a pas d'impératrice. La scène confirme ses pensées alors qu'elle s'approche des portes des appartements vacants de l'impératrice. Un flashback révèle sa mère, Eld, qui a tenté un double suicide par immolation à cause de la folie de l'empereur. Tragiquement, le flashback révèle que sa mère fut la seule à périr dans l'incendie. L'empereur fut laissé avec des brûlures sur la moitié de son corps, et ne put même pas manger de viande pendant 6 mois. Souffrant d'un grave traumatisme, il n'a jamais nommé de nouvelle impératrice, laissant le poste vacant. Cela signifie qu'il a cédé le palais de l'impératrice à sa maîtresse. Tandis qu'un garde la fait entrer, Vishnaël se lamente que les fondateurs de la dynastie doivent pleurer dans leur tombe. Elle entre et découvre son père torse nu, enveloppé dans une serviette qu'il appelle Bisha. Après un oui laconique, son père exige une salutation appropriée, à quoi elle répond d'un bonjour plat. 2 domestiques attrapent soudainement le visage de Vishnaël, lui pinçant grossièrement les joues. Son père demande sévèrement à Bisha si elle a vraiment frappé Trimurti. À genoux sur le sol, Vishnaël demande brutalement si sa mère est morte brûlée. Un son violent résonne alors que son père réagit avec fureur. Clac, il la frappe violemment au visage. Il lui interdit furieusement de parler à nouveau de cette femme. Tenant sa joue douloureuse, Vishnaël se demande à voix haute si sa mère est d'une manière ou d'une autre revenue à la vie. L'empereur la soulève dans les airs, criant si elle essaye de le mettre en colère, tandis que Vishnaël pense qu'il est devenu fou. De son lit, une maîtresse regarde l'empereur exiger que Vishnaël s'excuse, une idée qui enrage la princesse. Hurlant qu'elle préférerait être écartelée, Vishnaël brise une théière proche, envoyant éclats et liquide voler. Sa petite main agrippe fermement un morceau tranchant de la porcelaine brisée. Tenant une bougie allumée, Vishnaël se déclare avec défi sa mère désormais le défiant. Enragé, l'empereur hurle qu'elle est devenue folle et ordonne aux gardes de la ramener en cellule. La porte de la cellule claque, laissant une Vishnaël abattue seule dans l'obscurité. De retour dans sa cellule, elle serre le poing, tandis que l'homme d'à côté remarque son rapide retour. Elle s'affale sur le sol, annonçant qu'elle va rester un moment, et exigeant que quelqu'un lui soigne la joue. L'homme la regarde avec une inquiétude soudaine, lui demandant si elle est blessée. Vishnaël explose, hurlant que son père l'a giflée, et qu'elle n'a même pas pu placer un uppercut de princesse. Un sourire sombre traverse le visage de l'homme alors qu'il se souvient que son père l'a un jour frappé du pied, lui demandant de répéter. Vishnaël attrape son microphone et hurle pour un médecin. Crash, l'homme donne un coup de poing à travers le mur de pierre, choquant Vishnaël au point de la faire taire. Elle fixe le trou béant, complètement sidérée. Il regarde à travers la nouvelle ouverture, lui demandant doucement si elle va bien. Il répète sa question, son visage inquiet, emplissant le cadre. Vishnaël lève les yeux sous le choc, tandis qu'il passe à travers le trou qu'il a fait. Il commente nonchalamment qu'elle ressemble à une pâtisserie en forme de poisson, la laissant complètement confuse. Bang! Il défonce la porte de sa cellule, l'arrachant de ses gonds, tandis qu'elle regarde avec incrédulité. Il ordonne aux gardes de protéger la princesse, et l'homme acquiesce, lui souhaitant un bon voyage. Vishnaël reste complètement sidérée par cette sortie chaotique. Elle lui crie après, furieuse qu'il ait arraché sa porte juste pour partir et s'inquiétant du courant d'air. Un médecin arrive avec un garde, demandant avec une grande inquiétude si la princesse est indemne. Vishnaël fait une crise de colère, lui criant dessus et exigeant de savoir si elle a l'air bien. Le médecin applique calmement des médicaments sur sa joue meurtrie avec un coton-tige. La joue bandée, Vishnaël décide que, n'ayant rien d'autre à faire, elle pourrait tout aussi bien lire. Un monologue interne révèle une découverte choquante. Un livre interdit intitulé « Débat de la République de la sorcière, la raison de l'emprisonnement d'un certain fou ». Une jeune enfant aux cheveux blonds est soudainement effrayée par un grand homme barbu qui apparaît et s'adresse à elle en tant que « Votre Altesse ». Il sourit avec assurance, se vantant d'être allé personnellement tabasser l'empereur. L'enfant le regarde avec incrédulité, choqué qu'il soit encore en vie et spéculant qu'il doit avoir un incroyable soutien familial. Elle compare intérieurement sa voix grave et rauque à celle d'un ours grizzly. Elle lève les yeux vers lui et prononce son nom pour la première fois. Boomgora. Boomgora l'affirme simplement d'un « Ouais ». L'enfant rayonnante dit sans détour à Boomgora de se raser parce qu'il ressemble à un véritable ours. Il reste silencieux.
Bumgora demande reconnaissance pour avoir battu l'empereur au nom de la princesse, mais elle rétorque qu'elle ne lui a jamais demandé de le faire. Frustrée, Bumgora la coupe d'un sec assez, lui demandant si elle a déjà entendu parler d'autosatisfaction. La princesse se lance dans une leçon sur la motivation, mais une voix hors champ la supplie de leur épargner le discours. Elle rit tandis qu'un Bumgora exaspéré se couvre le visage, lui disant qu'il doit se comporter correctement. Le ton de Bumgora devient sérieux, alors qu'il l'avertit que même avec un livre interdit, elle ne peut pas tenter imprudemment de renverser l'empereur. Tandis que la princesse bâille, Bumgora annonce que c'est l'heure de dormir et lui demande de jouer tranquillement. Il glisse doucement la princesse, maintenant endormie, dans son lit, souhaitant à votre Altesse une bonne nuit de repos. Bumgora s'assied tranquillement à ses côtés, veillant sur elle tandis qu'elle dort paisiblement. Un fracas. La princesse, maintenant vêtue d'une robe rose, renverse furieusement un plateau repas, exigeant de savoir qui a osé donner de telles ordures à sa précieuse Bonnie. Deux serviteurs paniqués expliquent que la nourriture de la prison est toujours fade, parce que l'officier radin des rations ne l'assaisonne jamais correctement. La scène se transforme momentanément, montrant la princesse se tenant héroïquement au milieu d'un fond de fleurs. Les serviteurs s'agenouillent immédiatement, jurant leur obéissance indéfectible à son commandement. Contente d'elle-même, la princesse croise les bras, fait un clin d'œil et appelle Bumgora. Bumgora fait écho à ses mots précédents, demandant à la princesse si elle a déjà entendu parler d'autosatisfaction. Bumgora s'assied et marmonne qu'elle est une sale gosse ingrate tandis qu'elle boude en arrière-plan. Un serviteur offre à Bumgora un plateau de nourriture, tandis que la princesse observe secrètement depuis une fenêtre proche. Depuis la fenêtre, sa petite main se tend et cueille une seule fraise de la salade. Bumgora lui offre la fraise, mentionnant que quelqu'un nommé Emery l'a apportée, et elle accepte timidement d'un merci. Elle déclare avec effronterie que l'acte était pour sa propre autosatisfaction, provoquant un soupir exaspéré de Bumgora, qui remarque qu'elle ne laisse jamais passer un seul mot. La princesse cite fièrement la leçon de sa tante Lorovi sur la fierté d'un héritier, et Bumgora reconnaît le nom. Elle s'illumine d'excitation, demandant comment il connaît Lorovi. Son expression devient sombre alors qu'il révèle que sa famille a conspiré avec son oncle pour assassiner ses parents. La princesse s'excuse nerveusement, mais Bumgora déclare froidement que ses parents sont morts parce qu'ils étaient faibles et en tort. Elle rétorque qu'il devrait quand même montrer du respect à ses défunts parents. Il raconte son passé tragique. Son oncle tuteur a volé son héritage et l'a envoyé à la mort, mais il a survécu, est revenu et a anéanti la famille de son oncle pour expier. Bumgora s'assied dans un silence sombre, le moment ponctué d'un doux claquement. En l'observant, la princesse conclut qu'il a bien une conscience, réfléchissant que sa barbe désordonnée est la preuve qu'il expie depuis longtemps. Tandis qu'un serviteur le remercie d'avoir pris un plateau, la princesse exhorte intérieurement Bumgora à cesser d'expier et à commencer à profiter de sa vie. Elle l'appelle par son nom, et Bumgora se tourne vers elle, interrogateur. L'air déterminé, la princesse lui dit « Donnez-moi votre main ». Il tend sa main et elle la prend doucement dans la sienne. Se maudissant intérieurement alors qu'elle cherche les bons mots, elle commence une déclaration formelle au nom de Kizi et Kizo. Bumgora écoute attentivement tandis qu'elle invoque l'autorité de la véritable lignée de Kizomalos. Elle rayonne d'un sourire éclatant, lui tenant la main alors qu'elle l'absout officiellement de ses péchés. Il la regarde lui accorder sa liberté, lui disant de vivre comme il le souhaite à partir de maintenant. Elle résume sa déclaration, son expiation est terminée, puis ajoute un ordre final et emphatique de raser sa maudite barbe. Après qu'elle insiste à nouveau sur le fait qu'il ressemble à un véritable grizzly, il cède finalement avec un simple « compris ». Tandis qu'il lui tient la main, elle pose une dernière condition. La prochaine fois qu'ils se rencontreront, il ferait mieux de montrer de bonnes manières. Avec un sourire féroce, Bumgora déclare « J'accepte votre proposition », laissant la princesse se demander s'il parle juste de se tenir correctement. Avec un fracas retentissant, Bumgora défonce le mur de la prison d'un puissant coup de pied. Il atterrit gracieusement à l'extérieur de la sortie nouvellement créée dans le mur. Tandis que Bumgora s'éloigne en courant, les gardes sur le toit souhaitent respectueusement à leur « Excellence » un bon voyage. La princesse regarde silencieusement à travers l'énorme trou dans le mur, le regardant partir. Vishnael regarde son ancien compagnon de cellule sous le choc, lui criant de demander où il va tout d'un coup. Elle observe tandis que la narration explique que Bumgora vient de s'échapper de prison en brisant son boulet et sa chaîne. Après avoir reçu l'ordre de retourner dans sa chambre, Vishnael salue froidement les gardes qui la saluent. Un aide impérial se dépêche avec un décret pour sa libération, espérant éviter le blâme public pour son emprisonnement.
De retour en sécurité au palais, Vishnaël décide silencieusement qu'elle doit bientôt chasser l'empereur. Allongée sur un coussin, une Vishnaël ennuyée grignote un encas tout en feuilletant un livre. Ses yeux s'écarquillent soudainement, remplis d'étoiles, alors qu'elle aperçoit quelque chose d'incroyable dans les pages. Le livre annonce l'article en vogue ce mois-ci, des chaussures canard couinantes, en promotion pour une durée limitée. Se souvenant de son envie pour les chaussures couinantes d'un autre enfant, Vishnaël déclare qu'elle doit absolument en avoir une paire. Brandissant un balai, Vishnaël appelle désespérément son assistante, Émilie. Une femme de chambre apparaît et se présente formellement, annonçant « Aujourd'hui je suis Émilie ». Vishnaël montre avec enthousiasme le livre à Émilie, lui ordonnant d'acheter immédiatement les chaussures canard couinantes. Avec un air de farouche détermination, Émilie s'élance, promettant d'aller chercher les chaussures auprès d'un marchand du palais. Joignant les mains, Vishnaël attend avec impatience les chaussures, excitée à l'idée de les essayer. Jetant un coup d'œil dans le couloir, elle est confuse de voir une femme en robe verte prendre une pose dramatique. La femme rousse affiche une expression sévère et désapprobatrice, alors qu'elle se tient dans le couloir. La femme hurle furieusement le nom de Vishnaël dans le couloir. Vishnaël recule, la reconnaissant comme Tante Kazelnou. Un carton-titre présente Kazelnou le roi, chef de la maison Leroy et sœur cadette de la défunte impératrice. Vishnaël se souvient comment sa tante hurlait constamment à propos de la dignité, la réprimandant même pour avoir bâillé. Elle se souvient de Kazelnou déchirant ses lettres d'amour, ruinant les jeunes pousses de sa vie amoureuse. Kazelnou l'a également forcée à apprendre les passe-temps de sa mère, comme la broderie, la comparant constamment de manière défavorable à sa sœur parfaite. La narration de Vishnaël conclut que l'ingérence de sa tante n'a fait que réduire sa position au sein du palais. De retour au présent, elle se demande pourquoi sa tante est ici, alors qu'elle est censée être sur le champ de bataille. Elle se met en colère, réalisant que Kazelnou n'a pas pu la sauver de prison parce qu'elle était partie à la guerre. Kazelnou la rejoint enfin, lui demandant ce qu'elle a bien pu faire pour finir emprisonnée. Saisir. Avant que Vishnaël ne puisse répondre, Kazelnou lui saisit le visage, exigeant de savoir ce qui est arrivé à sa joue. Kazelnou inspecte son visage, complimentant ses traits, mais notant que ses yeux ressemblent à ceux de l'empereur, tête de mule. Vishnaël écoute avec une expression gênée, pensant que sa tante est inutilement détaillée. Kazelnou réprimande avec colère une femme de chambre pour ne pas avoir apporté un cristal divin de guérison, mais Vishnaël pense que c'est du gaspillage pour une égratignure. Une bulle de narration explique qu'un cristal divin est un objet contenant du pouvoir divin cristallisé. Parmi eux, un cristal divin de guérison est si puissant qu'il peut même rattacher un bras récemment sectionné. Un cristal de haut Dieu est montré comme étant plus précieux que tout le palais de la princesse. Kazelnou insiste pour qu'ils utilisent un cristal de guérison, déclarant qu'elle paiera pour cela puisque Vishnaël n'a pas d'argent. Vishnaël informe sans détour sa tante qu'elle est une mendiante ayant dépensé tout son argent pour la guerre. Elle ajoute que Kazelnou est ringarde et devrait se marier, ce qui fait trembler sa tante de rage. Déclarant son commentaire trop méchant, Kazelnou condamne Vishnaël à 30 minutes de chatouille, à son grand effroi. Vishnaël se tortilla, submergé par les coups de main ridiculement rapides de Kazelnou. Leur chahut est interrompu alors qu'Émilie apparaît, tenant quelque chose en l'air et appelant la princesse. Émilie présente triomphalement les chaussures canard couinantes, annonçant qu'elle les a interceptées en chemin vers Trinity. Vishnaël éclate de joie, louant Émilie, tandis qu'une Kazelnou déconcertée demande ce que c'est. Émilie aide une Vishnaël ravie à essayer les chaussures tandis que Kazelnou observe, confuse. Coin 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 dit, l'adorable chaussure canard fait un son délicieux à chaque pas. Vishnaël est extatique, tremblant d'excitation en réalisant qu'elles font vraiment un son couinant. Elle piétine joyeusement et gambade dans la pièce avec ses nouvelles chaussures. Après un moment de pure joie, elle s'arrête et retrouve son calme avec un digne « Tandis que Kazelnou marmonne à propos de la dignité d'une héritière, Vishnaël note avec suffisance que sa tante la trouve clairement extrêmement mignonne. Vishnaël prend une pose confiante et demande si elle est mignonne, faisant rougir Kazelnou qui cache son visage. Émilie se détourne, essayant désespérément d'étouffer un rire. Vishnaël demande sèchement à Émilie si elle trouve cela amusant, ce qui pousse la femme de chambre à tomber à genoux et à implorer le pardon. Vishnaël déclare qu'elle punira personnellement Émilie, qui pleure de gratitude, tandis que les autres servantes la regardent sous le choc. Avec un sourire fier, Vishnaël annonce qu'en signe de repentance, Émilie assistera à son bain aujourd'hui. Émilie se prosterne sur le sol, submergée de joie et proclamant son éternelle gratitude envers la princesse.
Lorsque Kazelnou demande avec impatience à se joindre au bain, Vishnael la refuse catégoriquement, lui interdisant l'entrée. Deux servantes luttent pour retenir une Kazelnou désemparée qui hurle le nom de Vishnael de frustration. Vishnael observe la crise de colère de sa tante avec une expression résolument impassible. La scène se déplace vers un moment paisible où Vishnael sirote une boisson dans une jolie tasse en forme de lapin. Vêtu d'un pyjama et entouré de fleurs, Vishnael rayonne d'un bonheur pur et inaltéré. Vishnael célèbre mentalement sa victoire, elle s'est débarrassée de sa tante agaçante et a acquis les dernières chaussures qui couinent. Alors qu'une servante lui sert à boire, elle déclare que sa situation actuelle est le paradis sur terre. Son paradis est interrompu lorsque ses servantes reviennent, meurtries et bandées, elles hurlent, demandant pourquoi elles sont toutes battues. Vishnael demande avec colère à Émilie si elle cherche une punition. Mais la servante s'incline et commence à expliquer. Émilie rapporte qu'elle a donné une leçon à des canailles du palais de l'impératrice, choquant Vishnael. Vishnael déduit qu'une concubine se comporte comme l'impératrice, poussant sa demoiselle d'honneur à chercher la bagarre. Elle réalise que si elle laisse ce défi sans réponse, sa propre position pourrait être menacée. Avec une concentration déterminée, Vishnael décide qu'elle doit trouver un intermédiaire pour combattre la concubine à sa place. Une idée lumineuse la frappe, et un sourire malicieux et excité se répand sur son visage. Vishnael se tient sur un meuble et ordonne à Émilie de se préparer immédiatement à son plan. Une chaussure noire, unique et polie, se pose fermement sur le sol. D'un point de vue élevé, un homme en cape à col de fourrure observe un grand palais et l'aperçoit. Il a l'air déterminé, promettant à la gamine qu'il est en route. Alors que le soleil se couche sur le palais, Vishnael raconte son intention d'organiser un sit-in. À une table en plein air avec ses servantes, elle décide d'attendre devant le palais de l'empereur jusqu'à son réveil. Deux nobles élégamment vêtus arrivent, demandant si son Altesse les a convoqués. Vishnael se souvient comment l'empereur a pris une nouvelle maîtresse avant sa régression, diminuant le statut d'une autre. Elle révèle que la nouvelle maîtresse était la fille du comte Brigitte, et prévoit de trouver un nouvel amant à l'empereur aujourd'hui. Vishnael est surprise de voir que la fille du comte a une sœur, mais est confiante que l'une d'elles conviendra à son père. Son plan est simple, bavarder, puis pousser l'une des sœurs vers l'empereur lorsqu'il apparaîtra. Elle panique soudainement, réalisant qu'elle n'a aucune idée de ce dont les gens sont censés discuter à l'heure du thé. Dépassée, Vishnael étudie frénétiquement, se lamentant que sa vie de labeur l'ait laissée ignorante des tendances sociales. Une idée jaillit alors qu'elle contemple son reflet dans sa tasse de thé. Vishnael brise la glace avec assurance en demandant aux deux nobles femmes quels sont les facteurs cruciaux pour attaquer une forteresse. Les femmes, surprises, confirment qu'elles parlent de la forteresse de l'Orurouz et Vishnael acquiesce avec enthousiasme. L'une des sœurs suggère nerveusement d'empoisonner les provisions pour affaiblir l'ennemi. Dans une visualisation dramatique, les trois discutent de stratégie sur une carte de guerre, remettant en question la faisabilité d'empoisonner la nourriture. Arborant des lunettes de soleil, Vishnael suggère froidement que contaminer l'approvisionnement en eau serait une tactique plus facile. Les deux sœurs s'engagent passionnément dans la simulation de guerre, discutant avec enthousiasme de la prochaine étape. Pointant avec autorité, Vishnael crée le suspense, convenant qu'à un moment aussi critique, elles doivent. La scène se calme, tandis que l'une des sœurs conclut que la considération la plus importante est le timing. Vishnael écoute attentivement tandis qu'elles débattent des conditions d'un assaut, reconnaissant les lois internationales contre les attaques surprises. Épuisées par l'intense discussion, les sœurs implorent d'arrêter, l'une d'elles confirmant avec empressement que sa sœur a raison. Vishnael se moque de leur faiblesse mais s'avoue qu'elle aimerait aussi jouer à la dinette. Une voix en colère tonne hors champ, exigeant de savoir qui cause du grabuge devant le palais de l'empereur. L'empereur émerge et Vishnael pense avec satisfaction que le bonnet peut enfin prendre sa future maîtresse. Les deux sœurs s'excusent immédiatement auprès de l'empereur et le supplient de calmer sa colère. Il se plaint que leur bruit perturbe son repos et les avertit qu'elles paieront pour leur offense. Tremblantes, les sœurs promettent humblement d'obéir à tout ordre de sa majesté. La colère de l'empereur s'évanouit alors qu'il serre les deux femmes dans une étreinte, leur offrant d'écouter leurs excuses. Vishnael observe avec délice, réalisant que la prochaine maîtresse de son père ne sera pas l'une des deux, mais les deux. Levant les yeux au ciel, Vishnael déclare avec conviction que son père est pire qu'un chien. Un homme décore un sapin de Noël, tandis qu'un narrateur note que l'arrogance d'une femme misérable a finalement diminué après avoir attaché de nouvelles maîtresses à l'abruti. Visha loue intérieurement les sœurs Brigitte pour avoir mieux maîtrisé son père qu'elle ne l'avait prévu. Alors qu'un ornement orné est montré,
Elle admet qu'elle déteste absolument la saison de Noël approchante. Une narration explique que Noël est le jour où les dieux du foyer choisissent un digne successeur, une tradition représentée par un esprit offrant un cadeau à un enfant. L'explication continue, affirmant que seuls ceux qui héritent du pouvoir divin sont appelés successeurs. Généralement, l'enfant est né dans un système d'héritiers unique. Visha se lamente que son anniversaire soit le lendemain de Noël, mais au lieu de cadeaux, elle devra probablement rembourser les dettes de Lord Kisomalos. Une femme rousse fait irruption, criant urgence, tandis qu'une Visha surprise regarde. La femme soulève soudainement la jeune héritière, qui proteste intérieurement d'être manipulée si brusquement. La tante panique, réalisant que l'intrus est l'infâme Chiron, un nom que Visha trouve vaguement familier. Caché dans la cape, les yeux de Visha s'écarquillent de curiosité. Un flashback montre la tante déguisée en Père Noël, ravissant Visha, qui se demande si le chaos actuel n'est qu'une autre surprise de Noël extravagante. La scène coupe sur la réalité. Sa tante fuit, tandis que des forces d'élite s'infiltrent dans le palais, engagées dans un combat féroce. Visha lève un pouce joyeux, pensant que si les intrus assassinent l'abruti, ce serait le meilleur cadeau de Noël de tous les temps. En jetant un coup d'œil depuis sa cape, elle devient sérieuse, doutant que le petit nombre d'envahisseurs puisse réussir. La narration révèle l'identité de la tante comme Kazelnou, la plus forte de la garde impériale, alors qu'elle se tient au milieu d'un éclat de puissance. Une voix interpelle Lady Kazelnou Lorovi, qui s'arrête, surprise, tout en tenant Visha. Un homme en uniforme s'avance, la suppliant désespérément de s'arrêter. Souriant avec confiance, Kazelnou questionne son audace d'oser bloquer son chemin. Il avertit urgemment Kazelnou qu'elle mourra si elle quitte le palais. Kazelnou lance un regard noir, rétorquant froidement que c'est lui qui mourra, pas elle. Le visage de l'homme s'illumine de joie, alors qu'il accepte avec extase d'être celui qui mourra. Perplexe, Kazelnou et Visha écoutent alors qu'il clarifie que le duc Chiron ne fera pas de mal à la princesse, et leur demande de se rendre. Il continue de les supplier sincèrement de venir tranquillement avec lui. L'homme ouvre son manteau pour révéler un gilet d'explosifs, se déclarant le « général divin de l'explosion démente » qui mourra s'il refuse. Kazelnou et Visha crient toutes deux d'horreur, Kazelnou hurlant que le salaud fou ferait exploser la moitié du palais. Sniff, sniff. Il insiste que ce n'est pas une menace, jurant sur sa vie que son maître, End, est tout aussi sérieux. Ouah. Ils fondent en larmes, se plaignant que les demandes soudaines de troupes et de pouvoir d'End vont le faire tuer. Visha dit calmement à sa tante de se rendre et demande à être posée, faisant marmonner Kazelnou. Oh zut! Une fois debout, Visha demande sans détour à l'homme si End a tué toute sa famille. Kazelnou et Visha sont toutes deux stupéfaites par la question gênante, Kazelnou se demandant si elle devrait offrir ses condoléances. Il rejette joyeusement l'idée, disant qu'ils ont été tués parce qu'ils le méritaient, ce qui donne à Visha un étrange sentiment de déjà-vu. Prenant sa main, Visha lui dit simplement de montrer le chemin. Elle pense en elle-même qu'elle doit voir le visage de ce bâtard d'Ende. Agenouillé sur le sol, Visha lève les yeux vers un homme assis avec autorité sur le trône. There once was a boy who loved to play with his toy cars. He had a whole collection of them, of all different colors and sizes. He would spend hours zooming them around the house, making engine noises and imagining ground races. His favorite car was a shiny red one, which he always made sure to put in the lead. One day, while playing in the garden, he accidentally left his red car outside. A sudden rainstorm hit, and the next morning, he found his beloved car rusted and stuck in the mud. He was heartbroken. His mother, seeing his sadness, suggested they try to fix it together. They spent the afternoon cleaning and polishing the car, and though it never looked quite the same, it still held a special place in his heart. He learned a valuable lesson that day about taking care of his belongings, and he cherished his little red car even more for the effort they put into restoring it. Arrivant devant une grande porte, l'homme au gilet explosif annonce leur arrivée. Visha fait irruption dans la salle du trône, pointant furieusement du doigt et criant aux maudits imbéciles d'oser s'asseoir sur le trône. L'homme sur le trône commente froidement que son poids supplémentaire signifie qu'elle se porte bien, ce qu'elle réfute avec colère. Elle pique une crise au sol, lui criant dessus, tandis qu'un observateur chibi se demande où elle a appris un tel langage. Kazelnou attrape Visha tout en criant aussi aux hommes, réalisant qu'elle a enseigné ce comportement à Visha. Chiron déclare qu'il suivra le choix de Visha, tandis que son père la supplie de le choisir. Lui, son parent de sang.
Visha exige une explication, pensant qu'ils ne parviennent pas à voir qu'elle a agi de sa propre volonté, tout comme eux. La main gantée d'Endekiron fait un geste en avant alors qu'il offre formellement le choix à la princesse. Il jure de se suicider si elle ne le choisit pas, mais promet de la protéger jusqu'à l'âge adulte si elle le fait. L'homme au gilet explosif admet que l'explication est lacunaire et propose de clarifier la nature excentrique d'Enkiron. Dans une classe simulée, il explique que son supérieur, Endekiron, est devenu fou dans un camp de prisonniers et veut maintenant être le père de Visha. La leçon continue. Toute l'opération repose sur le choix de la princesse entre les deux hommes pour son père. Il explique les enjeux cruciaux. Si Visha refuse les deux, Enkiron mourra, et il se autodétruira avec l'empereur. Kazelnu se moque de l'idée, affirmant que sa tête ne fonctionne pas correctement, et Visha acquiesce, déclarant que sa tante ne peut de toute façon pas gérer la politique. Vishnael observe l'homme avec suspicion, se demandant s'il est le coupable de ses pensées. Il a l'air surpris, lui demandant ce qu'elle a bien pu penser de lui. Gêné, Vishnael soutient qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir reconnu quelqu'un avec un visage aussi audacieux, et que les premières impressions comptent. U.G.H. Il repousse l'empereur d'un coup de pied, l'avertissant que sa cousine Vishnael possède une autorité divine. Vishnael soupire, se frappant le visage en réalisant que son coupable est complètement fou. Il admet froidement qu'il entend souvent cela, tandis qu'elle pense que ce n'est pas un compliment. Vishnael prend les choses en main, lui disant de la suivre pour qu'il puisse parler. Il accepte, laissant l'empereur à terre. L'empereur appelle Visha, mais elle ignore son père, le considérant comme aboyeur mais inoffensif. Ensemble, ils descendent un grand couloir, laissant l'empereur derrière eux. Vishnael saute sur un trône doré et lui ordonne de s'agenouiller devant elle, un ordre qu'il accepte. Assise sur son trône, Vishnael regarde en bas avec une expression sérieuse. Il demande pourquoi il fait cela, et elle lui dit de façon cryptique d'y réfléchir. Vishnael panique, hurlant au coupable qu'elle mourra si elle s'en mêle avec lui. Il révèle calmement qu'il est revenu en voyageant 16 ans en arrière dans le temps, choquant Vishnael. Levant les yeux vers elle, il demande avec scepticisme si elle pense vraiment que la princesse croirait son histoire. Étonné, Vishnael bégaye, demandant s'il a également voyagé dans le temps. Il sourit d'un air entendu, confirmant qu'il savait que ce serait comme ça. Vishnael fait marche arrière en hâte, affirmant que c'était un lapsus, et que la divinité de sa famille, Kiron, est apparue dans son rêve. Elle explique qu'après avoir aidé Kisomalos, Kiron a été rétrogradé au rang de dieu inférieur, et se trouve maintenant dans un état affaibli. Détournant le regard avec anxiété, Vishnael se dit que c'est l'affaire familiale de quelqu'un d'autre. Ses yeux s'écarquillent dans un moment de réalisation soudaine et surprenante. Il transmet le message de Kiron. Si la divinité n'est pas restaurée dans 16 ans, quelqu'un d'autre portera le karma, ce qui pousse Vishnael à s'enquérir de son propre destin. Il l'informe gravement que cela signifie que sa torture se répétera à l'infini. Vishnael se détourne, serrant le poing avec une nouvelle résolution. Elle se retourne avec un sourire malin, demandant s'ils se sont peut-être rencontrés ailleurs que dans leur prison. Il note qu'elle agit comme un ourson, mais à la perception d'un fantôme. Elle rétorque que cette phrase lui appartient. Il admet que bien qu'il n'ait aucun souvenir de voyage dans le temps, leur divinité Kiron lui a dit le contraire. Vishnael applaudit, ravi d'apprendre que son erreur de jugement a conduit à l'exécution du dernier héritier de Kisomalos. Sautant sur lui, elle le réprimande furieusement pour la douleur qu'il a causée. Il s'excuse tranquillement. Il propose de l'élever correctement, lui demandant de parier sa vie sur lui et promettant de la soutenir pour qu'elle retrouve son pouvoir. Alors qu'elle est sur ses épaules, Vishnael lui tire les cheveux, exigeant de connaître la véritable raison pour laquelle il l'aide. Notant de nouveau sa perception, il révèle que le pouvoir divin de la famille Kiron ne se manifeste que si l'enfant est élevé correctement. Indignée d'être utilisée, elle lui tape sur la tête, le traitant de bâtard sans vergogne, mais il insiste sur le fait que personne ne la comprend mieux. Elle lui attrape la joue, admettant avec ressentiment qu'il a quelque part raison, et se plaint qu'il lui fait mal. Il lui demande si elle a urgemment besoin d'aller aux toilettes, ce qui la pousse à lui tirer les tresses avec colère et à le traiter d'idiot. Vishnael conclut que choisir cet homme est infiniment mieux, malgré ses raisons de vouloir choisir End seul. Elle le traite d'idiot et lui dit qu'il est temps de partir, Ende est d'accord. Un jeune homme regarde incrédule Vishnael faire un signe d'adieu et partir avec Ende. Kazelnu les salue, demandant joyeusement à Vishnael si sa conversation s'est bien passée. Vishnael pointe une chaise proche, ordonnant à End de s'asseoir. Elle passe devant Ind, assis avec un air d'autorité. Sa main brillant de pouvoir, Vishnael donne son premier ordre. À genoux.
Elle pose sa main sur sa tête inclinée et nomme formellement End comme son nouveau père. Alors que Vishnaël lui dit de bien l'élever, End lève les yeux avec un léger sourire d'acceptation. End s'avance, jurant formellement d'obéir à ses ordres. Tenant Vishnaël, Ende raconte qu'il a affronté l'empereur et a maintenant gagné le droit d'être son tuteur jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. Un vœu solennel est fait de rendre le trône à Kisomalos. End tient fièrement une Vishnaël heureuse, marquant la fin du chapitre. La promesse de rendre le trône à Kisomalos est répétée pour insister. End y tient une Vishnaël joyeuse dans une étreinte tendre et protectrice. Ligoté et emmené par les gardes, l'empereur hurle désespérément le nom de Visha alors qu'il est transféré au palais annexe. Alors que l'empereur est repoussé d'un coup de pied, Vishnaël boude dans les bras d'End, pensant que son ancien père est un idiot de ne pas comprendre pourquoi. Tapant la poitrine d'Ond, Vishnaël le rejette comme un grand nigaud après qu'il l'avertit que ce n'est pas encore fini. End la corrige calmement, déclarant qu'il est maintenant père, et Vishnaël insiste sur le fait qu'elle est maintenant Visha et exige qu'il fasse la déclaration officielle. Un homme et une femme aux cheveux roux se tiennent ensemble, alors qu'ils débutent une annonce formelle en un jour fatidique. Alors qu'une Vishnaël souriante regarde, la proclamation nomme Endekiron le nouvel empereur, annonçant la première année d'End. End lève triomphalement un bras, tenant une Vishnaël joyeuse alors qu'il accepte son nouveau rôle d'empereur. Vroom! La posture autoritaire d'End est soulignée alors qu'il plante fermement ses pieds. La scène se déplace vers une grande salle vide, signalant le début d'une nouvelle ère. Une main signe un décret formel, débutant la proclamation officielle de la seule héritière, Vishnaël Lorovi Kisomalos. Le décret condamne l'ancien empereur, Elatra Mayuna Kisomalos, le condamnant à mort et nommant End comme régent. Vishnaël réfléchit stratégiquement, s'assurant que le raid du palais soit enregistré comme son orchestration pour à la fois protéger End et l'utiliser comme bouc émissaire. Un chevalier annonce l'arrivée des ministres en chef, et Vishnaël ordonne froidement de les faire entrer dans la chambre d'audience. Un groupe de ministres apparaît, leur visage masqué par un pur choc et une incrédulité face au coup d'état soudain. Un ministre balbutie de peur, réalisant qu'un puissant mage est maintenant assis sur le trône avec Vishnaël. Une voix autoritaire tranche la tension, ordonnant aux nobles rassemblés d'écouter attentivement. End offre un choix au ministre recroquevillé. Rester en sécurité en ne s'opposant pas à lui, ou lever la main maintenant pour en subir les conséquences. D'un regard menaçant, End menace de tuer quiconque oserait s'opposer, sur le champ. Un ministre nerveux demande pourquoi son Altesse la Princesse est présente à une procédure aussi tendue. Vishnaël affirme son autorité, déclarant que son nom est Visha, et qu'il y a une décision qu'elle seule doit prendre. End révèle que Vishnaël décidera de l'exécution de l'ancien empereur, choquant les ministres qu'une tâche aussi sinistre incombe à une enfant. Se souvenant de l'homme qui serait empereur, l'esprit de Vishnaël se fixe sur une pensée unique et ardente. Brûler! Vishnaël annonce joyeusement son verdict pour l'exécution de son père. Brûler sur le bûcher. S'imaginant entouré de flammes, Vishnaël déclare furieusement que c'est justice, car sa propre mère a été brûlée vive, horrifiant la cour. TSK, une vieille femme en arrière-plan, marmonne avec dédain, traitant Vishnaël de mégère sans pitié. La femme soupire, feignant la révérence en pensant qu'elle ne pourrait jamais prononcer de telles paroles viles à son Altesse. Souriant depuis les genoux d'End, Vishnaël promet à la femme furieuse qu'elle se souviendra de son impertinence pendant 30 ans. End demande froidement à Visha s'il doit tuer la femme, mais Visha insiste sur le fait que la vieille femme est trop utile pour s'en débarrasser. Hochant la tête, End accepte de ne pas la tuer, et une Vishnaël satisfaite confirme que sa décision est bonne. Vishnaël réaffirme son engagement, se rappelant qu'elle et le grand Nigo End sont liés par le destin. Avec des expressions déterminées, Vishnaël et End résolvent d'affronter ensemble leur destin entrelacé. Agacé par des voix louant l'héritière, Vishnaël tente de dormir, se demandant qui la réveille. Elle se réveille en sursaut, reconnaissant la voix qui la félicite d'avoir conquis Chiron. Un homme radieux aux cheveux dorés apparaît soudainement, faisant crier Vishnaël de surprise. Il explique qu'en formant un lien avec End, son pouvoir divin est revenu, lui permettant de se manifester à ses côtés. Ébahi, Vishnaël demande s'il est Lord Kisomalos, qui la traite en plaisantant de folle, et confirme que ce n'est pas un rêve. Kisomalos détourne le regard avec une légère rougeur, apparemment embarrassé par la situation. Il s'éclaircit la gorge, admettant n'avoir jamais reçu de message d'un dieu ancêtre auparavant, au grand amusement de Vishnaël.
Vishnaël se gratte la tête, perplexe, se demandant pourquoi son pouvoir est revenu par un lien père-fille, et non en vivant de manière insouciante comme elle l'avait prévu. Kisomalos clarifie qu'elle doit aussi rassembler activement des alliés pour bâtir son pouvoir divin plus rapidement. Vishnaël se demande si avoir 100 pères fonctionnerait, imaginant de façon hilarante une centaine d'Andes identiques. Complètement vaincu, Kisomalos se lamente que chaque héritier qui hérite de son pouvoir semble être un parfait imbécile. Soupirant, Kisomalos lève un doigt pour la sermonner sur la bonne manière de former des liens. Il explique que les liens se forment aussi par la dévotion des vassaux et la confiance du peuple. Kisomalos forme un cœur avec ses mains, soulignant que Vishnaël n'avait auparavant reçu aucun amour du royaume. Tel un élève zélé, Vishnaël lève la main, affirmant qu'elle comprend précisément son point. Se penchant, Kisomalos se prépare à révéler la méthode la plus rapide pour bâtir le pouvoir divin, tandis que Vishnaël écoute attentivement. Il proclame joyeusement que la réponse est de prendre 100 amants, incitant Vishnaël à crier « Espèce de crétin ». Vishnaël rejette furieusement son conseil, jurant de n'avoir qu'un seul mari. Mais Kisomalos rétorque que le destin ne fonctionne pas ainsi. Kisomalos se souvient de ses ancêtres romantiquement prolifiques, déplorant que leur exemple les fait renoncer à ce style de vie. Vishnaël refuse catégoriquement sa suggestion, stupéfaite à l'idée d'avoir 100 amants. Kisomalos conseille nonchalamment que l'amour ne demande pas de responsabilité, ce qui lui vaut un furieux crétin de la part de Vishnaël. Pointant un doigt accusateur, Vishnaël le traite de déchet tandis qu'il prend une pose confiante et divine. Alors que la voix de Kisomalos s'estompe en un bêlement de mouton, une Vishnaël confuse lui demande pourquoi il fait soudainement ce bruit. Kisomalos continue de bêler tout en s'évanouissant, ce qui fait paniquer Vishnaël, qui lui demande s'il part après des conseils aussi absurdes. Son cri désespéré de « Seigneur Kisomalos » résonne dans le vide alors que sa présence disparaît complètement. La scène passe à une grande pièce ensoleillée, avec d'opulentes tentures dorées. Vishnaël pousse un soupir épuisé, l'air vidé par sa conversation d'un autre monde. Allongée sur un lit luxueux, elle fixe le plafond d'un air absent, encore en train de digérer l'étrange rencontre. Désormais vêtue d'un chaud manteau rose, Vishnaël se tient dehors, accompagnée d'une femme de chambre. La narration révèle que le palais impérial est sous tension après le coup d'État, avec des gardes supplémentaires postés pour protéger la princesse. Un chevalier aux cheveux roux salue Visha, lui demandant si elle a toussé, et elle remarque qu'il est un nouveau visage. Le chevalier confirme fièrement que lui et ses camarades sont des chevaliers de la maison Chiron. Il explique que les forces de l'empereur déchu attaquent le palais, jurant de la protéger jusqu'à ce que sa sécurité soit garantie. Visha lui tapote le bras, reconnaissant ses efforts, tandis qu'il insiste humblement sur le fait que c'est son honneur de la protéger. Il se demande à voix haute comment ils ont attiré l'attention d'une brebis vulgaire, mais défend End, comme n'étant pas de mauvaise foi. Un fort bêlement les interrompt alors qu'un mouton doré en pleurs apparaît, réagissant à l'être appelé un agneau maudit. La femme de chambre identifie joyeusement le mouton doré comme le symbole de Kisomalos, à la grande surprise du chevalier. Visha rayonne, interprétant joyeusement l'apparition du mouton comme un bon présage pour le nouveau règne de Chiron. Submergé par l'émotion, un autre chevalier tire son épée, jurant dramatiquement d'expier ses péchés par la mort. Visha écarte en plaisantant son numéro dramatique comme une blague, puis suggère joyeusement de manger de l'agneau ce jour-là. Elle ordonne au chevalier d'attraper le mouton et à une femme de chambre nommée Émirie d'aller chercher le cuisinier. Il se jette immédiatement après elle. Le chevalier réussit à attraper le mouton doré avec une corde, grommelant intérieurement qu'il le mérite pour l'avoir réveillé. Il porte le mouton bêlant à Visha, qui exige avec enthousiasme qu'il le lui apporte. La femme de chambre revient avec le chef cuisinier nerveux du palais de la princesse impériale. Tandis que le mouton se débat, Visha annonce avec enthousiasme au chef cuisinier qu'ils auront un menu complet d'agneau. Le chef cuisinier informe avec hésitation son Altesse impériale que le mouton est beaucoup trop vieux pour être mangé. Surprise, Visha reconsidère, admettant qu'il est étrange de manger un animal qui est un symbole impérial. Elle change d'avis et ordonne au chevalier d'emmener le mouton loin, et il accepte de le relâcher hors du palais. Tandis que le chevalier emporte le mouton pleurant, Visha pense que les villageois l'abattront de toute façon avant de remarquer sa propre faim. Visha est sur le point de demander le petit déjeuner lorsqu'une femme aux cheveux roux vifs apparaît, l'appelant joyeusement par son nom, Bisha. Sa tante suggère qu'elles prennent le petit déjeuner ensemble, pour pratiquer l'étiquette, mais Visha pense qu'elle devrait manger chez elle. Avec un regard défiant, Visha annonce qu'elle va à la salle à manger pour tremper du pain dans la soupe. Horrifiée, sa tante la réprimande pour avoir oublié les règles d'étiquette, mais Visha réplique que les brutes vivent ainsi,
Sa tante insiste sur le fait que, bien que Visha soit une brute, sa mère avait des manières de table absolument parfaites à son âge. Visha suggère effrontément à sa tante d'aller vivre dans le mausolée impérial avec sa mère. Saisissant joyeusement une Visha qui se tortille, sa tante lui réclame 10 baisers de punition pour sa remarque effrontée, ce qui la fait rire. Un messager entre en riant, annonçant un message urgent et un problème majeur de la part d'End, à la grande confusion de Visha. Il explique que son amusement vient du fait de voir l'expression furieuse d'End, alors qu'il exige que Visha lui soit amenée immédiatement. Le messager révèle qu'une femme vivant dans les appartements de l'impératrice a tenté d'attaquer End, mais a échoué. Apprenant que la femme utilisait la chambre de l'ex-empereur, Visha grimace, pensant qu'elle doit avoir un estomac d'acier. Sa tante et le messager rient, supposant que la femme ignorait les affaires du palais, et la tante décide de lui offrir des conseils. Tenant Visha, la tante accepte avec enthousiasme avec le messager d'aller voir la femme vulgaire. Dans une pièce faiblement éclairée, End est assis sur un lit devant la femme ligotée aux cheveux roses alors que leur arrivée est annoncée. Visha et sa tante entrent dans la pièce, reculant immédiatement à cause de la forte odeur de cigarette. End se demande à voix haute comment punir la femme, tout en écrasant une cigarette sur le lit, un acte que Visha trouve audacieux. Alors qu'End croise les bras avec une expression sévère, Visha réalise que la situation est plus sérieuse que son manque de respect désinvolte. La loi du palais stipule que, bien que la femme doive être rendue à sa famille, tout enfant illégitime doit être tué. Les yeux de Visha s'écarquillent, alors qu'elle aperçoit une aura faible et scintillante autour de la femme ligotée, sentant que quelque chose ne va pas. La femme ligotée crie furieusement qu'End est un bâtard impuissant, mais il pense en lui-même que ce n'est pas le cas. Le messager se plie en deux, éclatant de rire face à l'insulte répétée de la femme. Impuissant. Agacé, End se demande comment Lorowi a élevé Visha pour qu'elle comprenne un tel mot à son âge. Lorowi affirme défensivement que ce n'est pas sa faute, admettant n'avoir dit impuissant qu'une vingtaine de fois devant Visha, qui la remercie mentalement pour la confession. Le messager ajoute qu'End ne voit pas les gens comme des êtres humains, ce qui pousse Visha à se demander quelle sorte de créature il est. Confus, le messager demande si elle pense à quelque chose comme un chimpanzé ou un panda. Il lève le pouce, conseillant qu'ils comprendront Visha avec le temps, tout en espérant secrètement ne pas avoir à le faire. Lorowi déclare que si la femme pourrait être une maîtresse, son statut inférieur l'empêche d'être impératrice, et toute progéniture potentielle doit être éliminée. La femme plaide désespérément sa cause, se présentant comme Trimurti, et insistant sur le fait qu'elle est trop humble, pour nourrir la moindre pensée de trahison. Lorowi suggère cruellement de castrer le traître comme alternative, ce qui fait crier Trimurti que ce n'est pas différent de le tuer. Visha offre un surprenant geste de clémence, disant à la femme, qu'elle appelle maintenant Sarah, que la survie est la chose la plus importante. Suivant l'initiative de Visha, End ordonne à ses hommes de faire partir Trimurti, qui est emporté en hurlant des insultes. Alors qu'elle est emmenée, Trimurti maudit tous les Kisomalos, laissant Visha se demander pourquoi elle a ciblé ses ancêtres. Le messager conseille à Visha d'ignorer les gros mots, et elle acquiesce tranquillement. Ahem, End s'éclaircit la gorge, tournant son attention vers Lorowi et Visha. End admet qu'il n'aimait pas Lorowi au début, mais voit maintenant un meilleur côté d'elle, bien qu'il précise qu'il n'essayait pas de lui plaire. Grau, agacé par son commentaire, Lorowi marmonne à propos de l'entêtement de leur famille, tandis qu'End s'éloigne. Visha intervient, disant à sa tante d'arrêter parce que Bungo n'aime pas les Lorowi. Lorowi feint l'ignorance concernant tout conflit, mais Visha se souvient que la querelle remonte à leurs ancêtres. Visha réalise que sa grand-mère maternelle était à l'origine de tout, malgré l'absence de contact direct entre les familles Chiron et Lorowi. Elle s'interroge sur le motif pour lequel sa grand-mère voulait éliminer Chiron, alors qu'une image d'End fait face à un ancêtre aux cheveux roux. Lors d'un petit déjeuner sur le balcon, End, vêtu formellement, ordonne à tout le monde de s'asseoir. Des cris lointains résonnent, tandis que la narration explique que les derniers membres de la faction pro-empereur sont exécutés. Imperturbable par l'effusion de sang, Visha mange calmement sa soupe, ce qui lui vaut une note mentale sur son estomac solide. End fait une annonce unilatérale, déclarant qu'il changera le tuteur de Visha. Lorowi conteste avec colère son autorité, mais End affirme calmement sa position d'empereur et de père officiel de Visha. Mortifié par sa tante, Visha se couvre le visage, alors qu'End mentionne que l'enthousiaste chambellan en chef de l'ancien empereur est le nouveau tuteur. Alors qu'End confirme que les cours commencent demain, Visha serre nerveusement sa fourchette, redoutant la pensée du chambellan. Visha regarde avec horreur, réalisant que sa nouvelle tutrice est la même femme âgée qui supervise les serviteurs du palais et l'avait insultée auparavant.
Paniquée, Visha pense que la mamie est une horrible professeure, tandis qu'End remarque avec un sourire « ça recommence » alors qu'elle peine à trouver les mots pour argumenter. Elle vous informe que le nouveau programme de Visha inclura les études impériales, l'économie et la philosophie. Lorowi proteste que Visha sait à peine lire, mais End réfute rapidement son affirmation. Il demande habilement comment Visha aurait pu lire. Le dialogue républicain de Martin, si elle était analphabète, la faisant se figer sur place. End sourit, expliquant que sa capacité à lire un tel texte prouve qu'elle est plus que prête pour des études avancées. Visha réalise qu'elle a été prise et se résout à être diligente, sachant que sa nouvelle tutrice sera stricte et que paresser n'est plus une option. Son esprit s'emballe cherchant un moyen de sortir de cette situation difficile. Un bref instant passe, tandis que Visha complote, une petite étoile scintillant dans ses cheveux. Avec un clin d'œil malicieux, Visha décide de sa stratégie, elle fera simplement semblant d'être idiote. End ignore son numéro et s'apprête à partir, mais Visha lance son plan, le suppliant de manière enfantine d'attraper un papillon pour elle. La fausse crise de Visha s'intensifie jusqu'à ce qu'End la saisisse, lui demandant fermement de l'écouter. Prenant ces mots au pied de la lettre, End bannit Lorowi du palais de la princesse pour une semaine pour lui avoir bloqué les oreilles, laissant Lorowi complètement déconcerté. End commence à s'éloigner, portant une Visha qui donne des coups de pied et hurle, protestant de devoir assister au cours. S'accrochant désespérément à sa jambe, Visha gémit qu'elle déteste étudier, et appelle sa Boomgora. Maintenant dans sa tenue impériale complète, End annonce son premier jour de travail, avec Visha toujours accrochée à sa jambe et pleurant son aversion pour les études. « Alors commençons, dit-il, laissant Visha effondrer sur le sol, tandis qu'elle continue sa comédie de vouloir un papillon. Dans la salle du trône, un aide s'apprête à partir lorsque Visha poursuit sa crise de colère, roulant par terre et hurlant à propos des études. Un autre fonctionnaire s'avance nerveusement pour donner son rapport, tandis que les cris et les gesticulations de Visha continuent de plus belle. Sa crise atteint son paroxysme alors qu'elle roule sur le tapis rouge, criant toujours pour un papillon. Un adorable personnage chibi rappelle au public de lire le chapitre à la source appropriée. Après sa performance épuisante, Visha est profondément endormie, ronflant doucement. Gars. Visha se réveille avec une toux étouffée, désorientée dans son lit. En regardant autour d'elle, elle est confuse de se trouver dans sa chambre et non dans la salle d'audience. Elle se souvient s'être endormie en pleine protestation, réalisant avec horreur qu'End n'avait jamais annulé ses cours. Grrr. Elle blâme furieusement End de l'avoir épuisée et d'avoir ruiné son plan. Sa crise est interrompue par une voix qui s'écrie « Princesse ». Un serviteur roux entre, présentant un cadeau d'End, un magnifique papillon dans une vitrine en verre. Visha observe le cadeau avec méfiance, se demandant si c'est un pot de vin pour qu'elle accepte ses leçons. En regardant de plus près, sa colère s'évanouit, remplacée par l'admiration devant la beauté du papillon. À l'intérieur de la vitrine, le délicat papillon bleu bat des ailes au-dessus d'un lit de fleurs blanches. Le préposé explique fièrement qu'End l'a attrapé lui-même dans la serre du palais, le seul endroit où l'on pouvait en trouver un. Visha réalise avec choc que son urgent affaire personnelle était de capturer ce papillon pour elle. Totalement conquise par le geste, elle serre l'étui dans ses bras et éclate de rire de joie. Un préposé nommé Bonini promet de rapporter sa joie à End, sous le regard d'une femme de chambre. Remplie d'inspiration, Visha ordonne avec enthousiasme à une femme de chambre nommée Emiria de lui apporter du papier coloré et un stylo. Elle s'allonge sur son lit et se met diligemment à écrire un message. Sa note terminée, remercie End pour le papillon, mais exige effrontément qu'il annule ses cours. Elle remet la lettre ornée d'origami à Bonini, lui ordonnant de la livrer à Sa Majesté. Emiria admire le cadeau et suggère de le placer près du lit de Visha pour qu'elle puisse le voir souvent. Visha marque une pause, considérant attentivement la suggestion bien intentionnée de la femme de chambre. Elle déclare soudainement que c'est dégoûtant de près, et, craignant qu'il ne se sente étouffé, ordonne qu'il soit relâché plus tard. Ayant pris sa décision, Visha annonce joyeusement qu'elle va faire du vélo. Les femmes de chambre la regardent partir, soulagées de l'avoir enfin adopté un comportement plus enfantin après avoir été si prude. Emiria raconte comment Visha voulait désespérément jouer, mais se forçait toujours à étudier à la place. Un flashback la montre rejetant un ours en peluche pour un livre, sacrifiant ses désirs au nom de la dignité. C'était pitoyable, mais les femmes de chambre ne pouvaient que regarder, impuissantes à intervenir sans un ordre direct. Emiria admet que, malgré son rang, tout ce qu'elle souhaite vraiment,
c'est que la princesse soit heureuse. Le récit fait allusion à un traumatisme passé, montrant une jeune Visha pleurant inconsolablement après la mort de sa mère. L'histoire de la première Émilie commence. Une femme de chambre qui a servi quand la princesse était bien plus jeune. Cette Émilie était la chef des femmes de chambre et une confidente de confiance de l'impératrice. La jeune Visha lui faisait plus confiance qu'à quiconque, un fait qui rendit la catastrophe inévitable. Malheureusement, la beauté d'Émilie a attiré l'attention indésirable et dangereuse de l'ancien empereur. Après le décès de l'impératrice, l'obsession de l'empereur s'est intensifiée. Il convoqua Émilie dans sa chambre, mais lorsqu'elle refusa, il la fit furieusement battre sévèrement. Finalement, les horribles blessures infligées lors de la bastonnade s'infectèrent. Tandis qu'une jeune Visha horrifiée observait, la première Émilie succomba à ses blessures. La perte dévastatrice de sa chère femme de chambre frappa la princesse avec une force traumatisante. Elle pleura et hurla de façon incontrôlable pendant 2 jours entiers, avant de finalement s'évanouir d'une douleur accablante. Une femme de chambre impuissante tente de consoler la princesse hystérique et en larmes. Lorsque Visha se réveilla enfin, une femme de chambre l'informa doucement que les funérailles d'Émilie avaient eu lieu. « Qui est-ce » demanda Visha, le traumatisme l'ayant fait oublier l'existence même d'Émilie. À partir de ce jour, pour faire face à cette perte, la princesse commença à appeler chaque femme de chambre à son service « Émilie ». De retour au présent, une Visha joyeuse et insouciante parcourt les couloirs du palais sur sa nouvelle bicyclette. Elle manque de renverser un serviteur et le réprimande effrontément, ce qui fait remarquer à Emiria à quel point son langage est devenu grossier. Emiria serre le poing, déclarant que l'escadron Émilie se consacrera encore plus pleinement à la princesse. Cette dévotion implique un rituel matinal bizarre d'entraînement avec 100 coups de gratitude dans une fontaine. Les femmes de chambre dégagent une aura d'une loyauté terrifiante, déterminées à défendre le prestige du palais à leur manière. Leurs méthodes intenses incluent l'intimidation des fonctionnaires du trésor pour obtenir des produits de luxe pour Visha. Elles posent de manière dramatique, jurant de devenir un corps exclusif et distingué de femmes de chambre guerrières pour son Altesse. Tandis que Visha pédale joyeusement, son escadron de femmes de chambre guerrières farouchement loyales court fidèlement derrière elle. Un sourire lumineux et joyeux illumine le visage de Visha alors qu'elle savoure sa liberté retrouvée. Après sa balade à vélo, Visha, rougie, boit avidement à une bouteille d'eau dans le jardin. Kia. Elle s'éclabousse le visage en jouant, se délectant de la sensation rafraîchissante de l'eau froide après l'effort. Emiria et Bonini applaudissent avec enthousiasme, déclarant que même sa façon de boire de l'eau est magnifique et splendide. Visha bombe le torse fièrement, pensant que c'est pour ça qu'elle aime être une princesse en un jour si épanouissant. Une voix sinistre interrompt son bonheur, alors que sa nouvelle tutrice plane au-dessus de son épaule, lui demandant si elle s'est amusée pleinement. Kia Visha pousse un cri terrifié, et la gouvernante la réprimande froidement pour son impolitesse. Reconnaissant la monstrueuse vieille gouvernante, Visha s'enfuit désespérément à vélo, craignant d'être forcée d'étudier. Imperturbable, la gouvernante gesticule calmement et donne un seul ordre à 2 majordomes proches. Saisissez-la. Les majordomes attrapent le vélo de Visha, ignorant ses protestations selon lesquelles elle est l'héritière légitime, et déclarent qu'elle doit assister à ses leçons. Tandis qu'on l'entraîne, Visha lance des insultes à la vieille mégère ridée, tandis que la gouvernante annonce qu'une évaluation académique commencera aujourd'hui. La gouvernante rit de bon cœur aux insultes, rétorquant que les rides ne sont que naturelles pour quelqu'un de son âge. Acculé par les majordomes, Visha, horrifié, ne peut penser à la gouvernante que comme à un monstre fou et terrifiant. Visha se retrouve dans un vaste bureau, se demandant quand elle a été traînée à l'intérieur. La gouvernante tente de calmer Visha, mais la princesse poursuit sa crise de colère, pédalant frénétiquement en cercle et criant « Monstre !». Sa tutrice lui offre une issue, présentant un examen et promettant de l'exempter de cours si elle obtient un 100 parfait. La crise de colère de Visha cesse instantanément alors qu'elle demande calmement quand l'examen commence, à la grande satisfaction de la gouvernante. La tutrice énonce les règles de l'examen à choix multiples d'1 heure, et Visha accepte les conditions avec confiance. Souriant, Visha pense que l'examen sera ridicule, car elle a déjà maîtrisé tout le programme royal. Elle se moque des questions, les trouvant ridiculement faciles, alors qu'elle survole l'examen. 30 minutes plus tard seulement, Visha jette triomphalement son examen terminé, surprenant la gouvernante par sa rapidité. Visha rayonne de confiance, remettant la copie d'examen avec un fier, bien sûr. La gouvernante commence à corriger l'examen, tandis que Visha jubile intérieurement.
certaine que la vieille mégère est tombée dans son piège. Visha danse victorieusement avec Emiria, lui disant de sonner la trompette pour ses prochains jours de liberté. Tandis que Visha célèbre, la gouvernante examine la copie d'examen avec un sourire entendu et sinistre. La tutrice se souvient de l'étrange requête de l'empereur pour cette leçon, comprenant maintenant son plan et décidant de procéder. Visha pointe triomphalement du doigt, déclarant victoire et disant à la vieille mégère de s'en aller. Avec un sourire poli, la gouvernante accepte de revenir demain une fois les préparatifs terminés, impatiente de la servir. Présentant l'examen corrigé, la gouvernante note à quel point il est malheureux que Visha ait obtenu un score parfait, car seuls 100 points accorderaient l'exemption. La gouvernante révèle son stratagème. L'examen était sur 101 points, et Visha a répondu correctement à chaque question. Halètement. Visha fixe le score sous le choc, froissant le papier dans sa main et criant à la fraude. La gouvernante ricane, se moquant de Visha pour avoir trébuché tout comme elle Batron, et remarquant que le sang ne ment jamais. Enragé, Visha fait une crise de colère et exige la tête de la mégère, mais sa tutrice lui rappelle avec suffisance qu'elle est protégée par l'empereur. Les cris furieux de Visha « Je déteste étudier !» résonnent depuis la fenêtre du palais. Le lendemain matin, la scène se déplace au palais de la princesse. Habillée pour une sortie, Visha se tient à côté d'Emiria, qui porte un grand paquet roulé sur son dos. Visha décide de traiter chaque jour comme une excursion et de vagabonder librement, entraînant Emiria dehors. Son évasion est interrompue par un soudain « Bah !» et elle se tourne surprise. Devant elle se tient un grand mouton jaune et moelleux, la laissant marmonner d'incrédulité. Les yeux du mouton brillent soudainement d'une lumière rouge intense et intimidante. Visha panique, se demandant à voix haute comment ce maudit mouton a réussi à pénétrer de nouveau dans l'enceinte du palais. Un personnage chibi mignon remercie le public d'avoir lu et leur rappelle de visiter la source officielle. Deux moutons apparaissent, l'un bêlant désespérément, tandis que l'autre semble stressé. Visha essaye frénétiquement de faire taire le mouton qui pleure, craignant qu'il ne réveille tout le monde dans le palais. Le mouton exécute soudainement un tour, s'équilibrant parfaitement sur une balle colorée, laissant Visha momentanément sans voix. Visha se souvient avoir vu un bouffon de cour exécuter le même tour quand elle était plus jeune. Admirant l'habileté du mouton, Visha s'avoue qu'il a dû beaucoup pratiquer. Décidant que ce n'est pas son affaire, elle dit à Emiwi de partir, provoquant un bêlement angoissé du mouton. Le mouton tombe de sa balle et la poursuit, criant « Bac !» Il s'accroche à la jambe de Visha, la poussant à le traiter avec colère de « gosse de mouton fou » et à menacer de le manger. Blessé par ces mots durs, le mouton éclate immédiatement en larmes. Visha crie à Emiwi de courir, abandonnant le mouton jaune qui pousse un cri déchirant. La scène se déplace vers un agréable souvenir d'une jeune Visha et Emiria, se reposant sous un arbre. Elle se remémore joyeusement son simple plan pour la journée. Se détendre puis déjeuner. Ses pensées idylliques sont brisées par une annonce soudaine et bruyante qui requiert l'attention de tous. Une alerte à l'échelle du palais prévient que Lady Kazelnu Leroy se prépare à déployer la Billion Explosion. L'avertissement se poursuit via un haut-parleur, exhortant tout le personnel à se préparer à l'explosion et à garder une distance de sécurité. Clic, les spectateurs enfilent des lunettes de protection, avertis de ne pas regarder l'explosion à l'œil nu. Désormais munis de lunettes, Visha et Emiria observent, se demandant pourquoi sa tante utilise une compétence destinée au champ de bataille. Il est expliqué que le roi a dû prendre en forte affection un homme nommé Boomgora. Visha brise joyeusement le 4e mur, proposant d'expliquer la situation politique actuelle. Elle raconte comment des factions loyales à l'ancienne famille impériale protestent, exigeant sa libération. Le chef de ces factions est révélé être Zephyros, l'une des 3 grandes puissances de l'Empire. Sa main repose fermement sur la poignée de son épée, symbole de sa puissance militaire. La loyauté principale de la faction Zephyros est envers la lignée Kizomalos, et non l'empereur lui-même. Ils ne peuvent accepter le nouvel empereur, Endekiron, qui a déposé le souverain précédent, bien qu'il n'ait pas de sang royal. Au lieu de cela, Zephyros a l'intention de placer Visha, l'héritière légitime de Kizomalos, sur le trône. Par conséquent, le tir de la Billion Explosion par le roi à ce moment critique est une déclaration massive. L'acte sert de déclaration politique définitive. Le roi, la gardienne de Visha, a pris le parti d'End. C'est aussi un reflet de la volonté d'End, avertissant les factions de ne pas utiliser la princesse comme un pion politique. Rouamble. Les sirènes retentissent tandis que Visha explique que l'explosion n'est qu'un spectacle, une façon d'envoyer un message puissant.
Elle précise que le fait d'apprécier quelqu'un par le roi sert aussi de féroce menace à leurs ennemis. Ayant conclu son analyse politique astucieuse, Visha observe avec une expression entendue. Elle et Emiria attendent sur leur couverture de pique-nique, anticipant le début du spectacle. L'énorme projectile lumineux descend du ciel, visant directement le palais. Une explosion massive éclate, anéantissant de manière spectaculaire la porte principale du palais. Visha qualifie l'explosion de tout un spectacle, tandis qu'Emiria s'émerveille du pouvoir incroyable de le roi. Elle décide que, puisque Bungora est maintenant empereur, il peut gérer les retombées politiques lui-même. Un Zéphyros portant des lunettes de soleil observe la destruction, admettant avec ironie que ce spectacle devrait calmer sa faction pendant un certain temps. L'expression de Visha devient sérieuse alors qu'elle considère les factions neutres comme le plus grand problème. Elle se moque des nobles qui restent neutres, les traitant de lâches qui se rangeront simplement du côté du vainqueur. Un doux BE accent circonflexe, E accent circonflexe les interrompt, et Visha se tourne pour voir que le mouton jaune les a trouvés. Elle fixe avec incrédulité le mouton haletant, se demandant s'il l'a suivi jusqu'ici. Agacée, Visha dit à Emiria qu'elle se déplace vers un autre arbre, pour s'éloigner de lui. Alors qu'elle se prépare à partir de nouveau, le mouton observe et pousse un bêlement frénétique et désespéré. Visha tourne résolument le dos au mouton et commence à s'éloigner. Abandonné une fois de plus, le mouton au cœur brisé éclate en larmes de désespoir total. Ses cris de douleur sont accompagnés de l'image d'un garçon en larmes, se lamentant que ses efforts aient été ignorés. La scène se déplace au lendemain, avec une Visha joyeuse portant un seau de glace. Slurp. Elle dévore un repas salement et avec enthousiasme, au grand effroi visible de sa tante. Visha marche avec Emily, prévoyant de partager sa glace, mais s'arrête brusquement quand son chemin est bloqué. Un garçon joyeux aux cheveux roses se tient devant elle, tenant une grande boîte de fournitures. Les yeux de Visha s'écarquillent de choc alors qu'elle reconnaît instantanément le garçon. Elle le pointe du doigt et l'identifie comme Guimauve, son ancien compagnon de cellule, un titre remarquablement spécifique, note-t-il intérieurement. Il se présente poliment comme Tarquinius Krishna, bien qu'il soit heureux qu'elle se souvienne de lui. Trouvant son nom trop compliqué, Visha lui ordonne impérieusement de le changer en Guimauve, et il accepte docilement. Elle demande comment il est sorti, et il explique qu'End a gracié un certain nombre de prisonniers politiques. Visha l'interroge ensuite sur la boîte qu'il tient, et il répond que c'est pour un nouveau travail. Oh oh! Une femme âgée sinistre apparaît, annonçant qu'elle est la nouvelle tutrice de Visha, et la princesse se fiche de terreur. Visha réalise avec effroi que son ancien allié de prison travaille maintenant pour sa nouvelle et terrifiante tutrice. Après un moment de choc, Visha crie « Attendez !» et s'élance désespérément dans le couloir pour s'échapper. Marshmallow se penche en souriant, avertissant Visha que si elle s'en va, elle manquera quelque chose. Gloops! Il la tente avec un objet incroyable et la fuite de Visha est momentanément oubliée. Dans le grand hall du palais, Visha et Marshmallow se tiennent face à face, prêts pour la suite. Visha lance un regard de sombre détermination, pensant que le jour est enfin arrivé. Elle se rappelle que Marshmallow n'est pas à sous-estimer, se souvenant d'une époque avant qu'End ne devienne son père. Dans un flashback, une jeune Visha est assise, tandis que des hommes s'inclinent devant elle, se rappelant comment End utilisait la corruption punitive pour extorquer des pots de vin. Elle se souvient que le stratège même qui avait fourni les listes de cibles n'était autre qu'un jeune Marshmallow souriant. Visha boute intérieurement, notant qu'il est assez trompeur pour duper son propre frère et se prépare à le réduire au silence avec une cuillère. Un éclat dans les yeux de Marshmallow montre qu'il a un plan. Il présente avec enthousiasme un objet de sa boîte, disant à la princesse de contempler son jouet spécial. Tada! Il démontre le jouet, faisant flotter une balle en l'air tandis que Visha halète, stupéfaite. Marshmallow propose un pari gagner un jeu de cartes pour obtenir le jouet, et s'il perd, il annulera la leçon. Les yeux de Visha pétillent d'excitation alors qu'elle accepte avec enthousiasme le défi, demandant des précisions sur le jeu. Il explique qu'il s'agit d'un simple jeu de mémoire avec des cartes à associer, ce qui inquiète Visha, craignant que son intelligence ne lui donne un avantage injuste. Visha propose astucieusement un handicap, arguant que, étant plus jeune, elle devrait avoir 2 tours contre 1 pour lui. Marshmallow accepte joyeusement ses conditions et lui permet de choisir l'endroit où ils joueront. Triomphante, Visha ordonne à un préposé de préparer sa chambre pour leur jeu. Ses pensées intérieures révèlent son humeur. Elle se sent incroyablement tourmentée. Entourée de roses, elle boude dans un grand fauteuil, visiblement mécontente des événements de la journée. Visha grince des dents,
Réalisant que le jeu de cartes de 2 heures était en fait une leçon d'histoire astucieusement déguisée, Marshmallow expliquant des faits historiques à chaque paire trouvée. Face à elle, Ond lit calmement un livre, rit et commente le beau temps. Un assistant nommé Choco rit hystériquement d'avoir été piégé par une leçon, tandis qu'End le prévient de faire attention. End ferme son livre, demandant à Visha si elle a appris son attitude délinquante de le roi. Visha tire furieusement une langue reptilienne, criant qu'elle l'a appris de lui, mais il le nie calmement. Soufflant avec colère dans sa pipe-jouet, Visha semble comploter quelque chose. End soupire, remarquant que la défunte impératrice devait fumer la pipe, et conseille à Visha de ne pas prendre cette habitude. Des versions chibi de Visha et Ende se disputent, elle lui disant d'arrêter et lui insistant que c'est bon parce qu'il est un adulte. Passant en mode vieil homme, Visha le gronde, avant d'exiger de savoir pourquoi il voulait la voir. Elle demande avec insistance s'il l'a appelé sans raison, et End lui jette un regard évasif. Visha éclate soudainement, exigeant qu'il annule ses leçons et lui criant d'attendre alors qu'il commence à partir. End lui rappelle qu'elle n'étudie que 2 heures par jour, et qu'il a l'intention de lui transmettre le trône un jour. Avec un sourire éclatant, Visha déclare qu'elle ruinera simplement le pays avant que cela n'arrive, piquant la curiosité d'End. Après qu'Eng ait énuméré son absence de vice, Visha, déconcerté, suggère faiblement une guerre de conquête comme moyen de ruiner la nation. End contemple silencieusement sa suggestion, une expression sérieuse sur son visage. Visha donne une brève leçon d'histoire expliquant comment les empires obsédés par l'expansion s'effondrent, ce qu'End reconnaît. Un éclat apparaît dans les yeux d'End, alors qu'il réalise que Visha a un vif intérêt pour la guerre. Il se souvient qu'elle a donné des conférences aux sœurs Brigitte sur la stratégie militaire, et propose d'ajouter des études militaires à son programme. Enragé par son astuce, Visha explose, hurlant des insultes et renversant sa tasse de thé. Nand décide qu'ils devraient passer du temps ensemble à s'amuser, mais Visha poursuit sa colère, exigeant qu'il soit direct. Il révèle que les sœurs Brigitte voulaient jouer à la dinette avec lui et suggère qu'ils essayent, demandant des instructions. Visha pense qu'il est juste égoïste, mais admet qu'elle n'a jamais joué à la dinette et ne sait pas quoi faire. Une idée commence à germer dans son esprit, alors qu'elle serre le poing. Visha a une idée machiavélique, décidant qu'elle peut inverser la situation et faire regretter à Ende d'avoir suggéré cela. Une étincelle d'inspiration frappe Visha alors qu'elle pointe un doigt en l'air. Elle commence à distribuer les rôles, Ende est la mère et un Choco confus est la fille. Visha dit nonchalamment à Choco d'oublier si le rôle ne lui plaît pas, et il accepte à contre-cœur. Une domestique annonce que la maisonnette a été préparée pour la famille royale. « Bien !» Visha applaudit, déclarant que le jeu commence maintenant, alors qu'elle sprinte vers la maisonnette. Elle ouvre la porte d'un coup de pied dramatique, exigeant avec colère pourquoi la misérable femme n'est pas venue saluer son mari de retour. Visha arbore un sourire narquois, demandant à End si son entrée dramatique l'a surpris ou intimidé. Elle se souvient d'une pièce populaire intitulée « Guerre et amour », où la rupture d'un couple était si choquante qu'elle s'apparentait à une thérapie moderne, et elle jure de faire ressentir à End le même tumulte dramatique tandis que sa main tremble. Prenant son rôle au sérieux, Visha déclare fermement qu'un mari et une femme sont égaux. End, jouant le rôle de l'épouse, rétorque froidement qu'il n'est pas son serviteur. Debout, défiant à la porte, Visha le provoque, lui demandant pourquoi elle devrait le saluer. La patience d'End s'amenuise, et il lui ordonne de venir s'asseoir tant qu'il est encore gentil. Avec une expression agacée, End répète son ordre de s'asseoir immédiatement. Visha hésite à la porte, réalisant que la scène ne se déroule pas comme elle l'avait imaginé. Après s'être assise en face de lui, End commence son contre-argument, déclarant qu'il peut aussi gagner sa vie. Il énumère ses devoirs, embaucher des serviteurs et payer des impôts, tout cela pour assurer sa vie confortable, détournant la pièce pour refléter la réalité. Troublé, Visha constate que malgré ses efforts, le palais est froid et manque de chaleur. End suggère froidement que si elle veut un amour inconditionnel, elle devrait retrouver ses parents ou prendre un chien. Enragé, Visha hurle que s'il ne l'aime pas, il devrait juste prendre un chien au lieu de la poursuivre. Il explique calmement que le mariage est un contrat, pas toujours une question d'amour, ce qui lui rappelle la scène de rupture de la pièce. Un jeune homme en uniforme entré dégaine son épée, s'attirant un regard d'admiration de la part d'End. Le jeune homme Choco rejoint la pièce, déclarant qu'il prendra Visha à la place, la laissant complètement sidérée. End rétorque que le sale gosse a montré les crocs et tire un pistolet, affirmant avoir tiré sur Choco en premier. Choco dévie le tir imaginaire, accusant End d'un acte immoral puisqu'il est son père dans ce scénario.
Le jeu de rôle dégénère quand Shoko hurle qu'ils ne sont pas liés par le sang et qu'Ende l'a aimé en premier. Haynes vise son arme, disant à Shoko qu'être aimé par lui fut un malheur et qu'il devrait être reconnaissant pour la protection. La bataille simulée entre les deux éclate dans un éclair dramatique de puissance et d'énergie. Visha observe stupéfaite et silencieuse, pensant que leur drame réel est bien plus compliqué que la pièce. Alors qu'ils s'affrontent avec ce qui semble être de vraies armes, elle commence à craindre qu'ils ne se tuent mutuellement. Elle les supplie désespérément d'arrêter, criant « Shoko et Beomgoli, s'il vous plaît, arrêtez ». Paniquée, elle craint que ces nouveaux gardiens ne prennent le combat trop au sérieux et ne meurent réellement. Submergée par le chaos, Visha éclate en sanglots, pleurant qu'ils ne l'ont pas écoutée. Une voix sévère leur ordonne soudain de s'arrêter, alors qu'une gouvernante apparaît, se tenant entre leurs armes croisées. La gouvernante exige furieusement de savoir ce qu'ils pensent faire en ce moment même. Visha court vers elle en pleurant pour la gouvernante, qui la regarde avec surprise. Exigeant une explication de Sa Majesté, la gouvernante lance un regard noir, tandis que son ombre menaçante tombe sur End et Shoko agenouillés. Elle prend Visha dans ses bras, la réconfortant en lui disant qu'il est naturel qu'un enfant soit si choqué. La gouvernante réprimande ensuite End, lui disant que son indifférence envers son propre pouvoir est son problème depuis l'enfance. Visha, maintenant calme, demande innocemment à sa grand-mère si elle connaissait End quand il était jeune, la prenant au dépourvu. Tandis que la gouvernante, troublée, la tient et tourne le dos à End, Visha demande ce qu'elle veut dire. End tente de rejeter la situation comme un malentendu, mais la gouvernante hurle « Absurde !» tandis que Visha se demande ce qui se passe. La gouvernante pivote, demandant sévèrement à End s'il a discuté du calendrier du couronnement avec la princesse. End donne une réponse courte et directe. Elle demande s'il a pris le temps de voir la princesse juste pour s'amuser. End admet qu'il jouait juste à la dinette, tandis que Shoko ajoute que c'était amusant. La gouvernante bouillonne de colère, marmonnant qu'elle aurait dû les tuer à l'époque. Shoko s'effondre théâtralement, tandis qu'End explique que Visha lui a dit de ne pas tuer, s'attirant les louanges du vaincu Shoko. End se lève, affirmant son âge adulte et réprimandant la gouvernante pour ses paroles irréfléchies. Visha observe leur dynamique familière, réalisant qu'ils ont dû se rencontrer auparavant et s'interroge sur leur relation. La gouvernante soupire, faisant remarquer que leur emploi du temps est devenu incroyablement serré. Elle explique qu'un envoyé spécial d'Astia arrive, les forçant à ajuster leur plan immédiatement. Par conséquent, la gouvernante annonce que la cérémonie de couronnement de Sa Majesté doit avoir lieu demain. Quand on lui dit qu'elle doit aussi y assister, Visha croise les bras et refuse catégoriquement d'y aller. La gouvernante insiste sur le fait que sa présence est nécessaire pour légitimer le règne d'End et lui rappelle ses propres préoccupations concernant l'exactitude historique. Visha se détourne avec défi, déclarant que les enfants ne devraient pas se mêler de politique. La chef des domestiques esquisse un sourire rusé, remettant en question la détermination de Visha. Elle révèle qu'un visiteur nommé Isperon arrive. Visha lève les yeux, surprise par cette nouvelle inattendue, tandis que la chef des domestiques observe sa réaction. Stupéfaite et silencieuse, Visha ne peut que demander « Quoi ?» Une image héroïque présente le célèbre jeune héros Isperon, baigné de lumière, une épée massive à la main. Un flashback explique qu'en raison de la basse naissance de sa mère, Isperon n'a pas été reconnu par la famille royale Astiagès. Sa légende grandit lorsqu'il partit en guerre à 14 ans et réprima une rébellion majeure à 15 ans. Ces campagnes militaires ont étendu le territoire de l'Empire vers l'Est. L'histoire d'Isperon se termine par son sacrifice héroïque sur le champ de bataille à un jeune âge. Visha est complètement captivé par le récit, ses yeux pétillants d'admiration. Lorsque la chef des domestiques traite Isperon de bâtard avec moquerie, Visha explose en un cri strident, le défendant farouchement comme un héros. Perdue dans une rêverie, Visha calcule que si elle a 5 ans, Isperon doit en avoir 15. Elle rougit, corrigeant son calcul et se demandant s'il n'aurait pas 16 ans. Submergée par l'excitation, Visha imagine le beau héros qu'elle pourrait enfin rencontrer en personne. Elle supplie désespérément la chef des domestiques de la laisser rencontrer son amour de toujours, la couvrant de compliments exagérés. Avec 2 pouces levés enthousiastes, Visha poursuit ses flatteries, louant le tempérament doux de la chef des domestiques. Peu impressionnée, la chef des domestiques critique les piètres talents de menteuse de Visha, notant que c'est un talent nécessaire pour un empereur, laissant Visha confuse. Visha fait une crise de colère, refusant d'être empereur, mais la chef des domestiques souligne astucieusement qu'elle ne rencontrera pas Isperon autrement. Visha déplore intérieurement le dur labeur d'être empereur, souhaitant seulement restaurer Lord Kizomalos et vivre une vie de loisirs.
En pleurant, elle s'accroche à la jupe de la chef des domestiques et la supplie de le voir, pour se faire dire de ne pas essuyer son nez sur le tissu. La voix d'End interrompt, notant qu'il est également parti en guerre à 15 ans, tandis que Visha jette un coup d'œil derrière la chef des domestiques. L'air irrité, End exige que Visha l'admire lui au lieu du bâtard qu'elle idolâtre. Il insiste sur le fait qu'il est bien plus digne de son admiration qu'un raté comme Hysperon. La chef des domestiques se moque de la vantardise d'End, qualifiant cela de non-sens tandis que Visha observe avec une expression interrogative. Elle expose l'échec passé d'Andae. Il fut un jour capturé au combat et libéré sous caution par l'ancien empereur, un événement que sa mère a effacé des archives. And réplique que le processus est ce qui compte, pas le résultat, avant de refuser de lui parler davantage. La chef des domestiques propose un accord à Visha, assister au couronnement et saluer l'envoyé, et elle sera autorisée à rencontrer Hysperon. Visha et Enda s'accordent comiquement sur le fait que la chef des domestiques est une vieille mégère laide et irascible qui fait de fausses promesses. La dispute s'intensifie alors que la chef des domestiques frappe furieusement End du pied, le réprimandant d'avoir survécu et d'être devenu empereur. End bloque son attaque, la traitant de vieille mégère agaçante, tandis que Visha réalise qu'il est du genre à provoquer une dispute. La chef des domestiques s'arrête soudainement, se plaignant de douleurs dues à son âge avant de réaliser l'heure avec effroi. And l'informe que l'exécution d'Elbatro est prévue pour l'après-midi, ce qu'elle reconnaît. Elle ordonne à Visha de retourner à son palais, mais la princesse se lamente en signe de protestation. La chef des domestiques insiste pour qu'elle reste à l'écart afin d'éviter les rumeurs entourant l'exécution de son propre père. Avec un sourire déterminé, Visha déclare fermement qu'elle a l'intention d'assister à l'exécution. La chef des domestiques la traite de chienne vicieuse, ce qui pousse Visha à exiger avec colère pourquoi on l'appelle ainsi. Visha déclare furieusement qu'Elbatro n'a toujours été que de la racaille pour elle, et dit à la chef des domestiques de se taire si elle ne peut pas comprendre. End intervient, soulevant Visha et disant à la chef des domestiques qu'elle n'a pas le droit de commenter si on ne l'a jamais payée pour une amitié. Choqué, Visha apprend qu'En fut autrefois ami avec son père pour de l'argent, ce qui, selon lui, peut rendre tout possible. Visha soupire, dégoûtée par l'idée, et déclarant qu'elle préférerait mourir plutôt que de se lier d'amitié avec quelqu'un pour de l'argent. And admet solennellement qu'il n'avait pas le choix et regrette de ne l'avoir jamais rencontré. Pendant un instant, Visha et Ende partagent une compréhension mutuelle de la situation difficile. La chef des domestiques explose, reprochant à l'influence d'End d'avoir fait dévier Elbatro. Badaboum! Tandis qu'elle jette une table, Ende tient une Visha effrayée et nie calmement toute faute. Observant le tempérament de la chef des domestiques, Visha réfléchit qu'elle a peut-être été trop dure dans son jugement d'End. Un sourire malicieux traverse son visage alors qu'elle décide de simplement maudire End dans son dos la prochaine fois. Un portrait présente un jeune Ende Chiron. La scène revient à son enfance ordinaire en tant que bébé dans la maison ducale. Malgré la maîtrise de l'escrime avancée à 9 ans, le jeune End est resté émotionnellement distant des éloges de ses pairs. Il lance un regard froid et indifférent lorsqu'on lui demande pourquoi un autre élève prend du retard dans les leçons. Le flashback continue, End racontant que son enfance n'a eu aucun problème tandis qu'il observe un autre garçon s'éloigner en jouant. Le jeune End se tient stoïque avec une épée en bois, racontant sa fierté d'être ordinaire, tandis qu'un instructeur lui propose une leçon spéciale. Peu après, une scène sombre montre une église sous la pluie tandis qu'End révèle que ses parents sont décédés subitement. Il s'agenouille en pleurant devant 2 tombes sous le déluge, se rappelant comment il a eu l'impression que le sol sous lui avait disparu. Pleurant sous la pluie, une main l'attrape par le col tandis qu'il se souvient du moment où il a appris la vérité sur la mort de ses parents. Il a découvert que son oncle était le meurtrier, qui se tient maintenant au-dessus de lui avec un parapluie, tandis qu'En se remémore sa haine intense. Malgré la tragédie, il note que son enfance n'a pas été entièrement mauvaise, se souvenant du jour où il a été présenté comme Ende Chiron, un serviteur d'un jeune prince. Le jeune prince, Elbatro, se moque de l'idée d'amitié, mais Ende révèle que c'est ironiquement ainsi que leur rencontre fatidique a commencé. Un souvenir montre la cruauté de Elbatro, alors qu'il ordonne qu'un serviteur soit fouetté et jeté dans un cachot, tandis que l'homme implore pitié. N se souvient avoir enduré le tourment de Elbatro, montré suspendu à l'envers à un arbre, tandis que Elbatro le traite stupidement. Il réalisa que son oncle l'avait envoyé à Elbatro, espérant qu'il serait tué, une pensée ponctuée par les cris de Elbatro pendant leur entraînement. Le souvenir montre Elbatro frappant brutalement End avec une épée en bois lors d'une séance d'entraînement. Avec un regard défiant,
un End malmené réalise que la véritable intention de son oncle était qu'il meure de la main de El-Batro. Mais il a survécu, montré se reposant avec lassitude contre un arbre après le brutal entraînement. End raconte que la seule erreur de calcul majeure de son oncle concernait la véritable nature de El-Batro. Il réalisa que El-Batro n'était pas seulement un crétin, mais aussi extrêmement sensible, alors qu'un El-Batro inquiet remarque à quel point End est blessé. End observe avec confusion El-Batro courir vers lui, réalisant que l'étrange garçon s'attacherait si on restait à ses côtés. Quand il était trop blessé pour s'acquitter de ses devoirs, El-Batro lui rendait maladroitement visite, s'éclaircissant la gorge pour annoncer sa présence. Il se souvient de El-Batro lui lançant une pierre spirituelle de guérison, niant sur la défensive être inquiet pour ses blessures. Alors que El-Batro détourne le regard, gêné, le monologue intérieur d'End conclut que le prince est un sacré idiot. Tenant la pierre, End réalise qu'il doit s'occuper du prince volatile, craignant que quelque chose de grave ne lui arrive autrement. Quand End exprime honnêtement son inquiétude, un El-Batro embarrassé le frappe et exige la pierre spirituelle en retour. Leur relation s'est stabilisée et End a commencé à assister au cours avec El-Batro, le suivant calmement même lorsque le prince lui criait d'arrêter. L'ambiance s'assombrit, tandis qu'End raconte que le capricieux El-Batro a de nouveau changé d'attitude envers lui. Il réfléchit à leur différence. Il apprenait vite, tandis que El-Batro, loin d'être ordinaire, avait du mal à retenir quoi que ce soit. Un El-Batro déçu se détourne, et End se souvient qu'à un certain moment, le prince a cessé de lui parler. Ce silence, narre sombrement, fut le début de la catastrophe. Une note apparaît, indiquant que la tutrice de El-Batro, une femme nommée Tanya Listo, est venue le voir. Tanya saisit urgemment le bras d'End, le suppliant de retourner au duché. Elle insiste en larmes sur le fait que sa présence blesse le prince, mais End précise qu'elle le suppliait en fait de rester et de protéger El-Batro. Peu après, le grand eunuque Chasen lui a transmis l'ordre de son oncle de partir pour Sanseong. Quittant le palais impérial, la vie d'End est devenue une lutte sanglante pour la survie sur le champ de bataille. Vaincu et emprisonné, il attendait désespérément la mort dans une cellule sombre. La porte de la cellule s'ouvre en grinçant, tandis qu'une silhouette en armure apparaît dans l'embrasure. Il se souvient de la rumeur, selon laquelle El-Batro aurait payé une fortune pour le racheter à l'ennemi, ce qu'il rejette comme étant faux. De retour à cheval, End réfléchit que c'est finalement ainsi qu'il a survécu à la guerre. Argu GH. En héritant de son titre, il a pris une revanche immédiate, purgeant toute la maisonnée de son oncle dans un massacre violent. Assis en vainqueur, il se souvient de son plan pour éliminer toute étincelle potentielle de rébellion ce jour-là. Cependant, il révèle qu'il y avait un cousin qu'il n'a pas pu se résoudre à tuer. Il a reconnu l'immense potentiel de son cousin Shoko et savait qu'un combat direct aurait pu entraîner sa propre mort. Rengainant son épée, End explique sa stratégie de survie. En tant qu'homme ordinaire dans un monde impitoyable, il n'a jamais traversé de pont dangereux. La scène revient au présent, alors qu'End explique à Shoko que sa vengeance était justifiée, car le père de Shoko a tué ses parents. Entouré de flammes, Enda déclare qu'il n'a aucune intention de blesser Shoko et lui propose de devenir son tuteur à la place. Un plan rapproché montre End se tenant fermement, son épée à ses côtés. Un Shoko stupéfait exprime sa compréhension et son soulagement, déclarant qu'End aurait dû expliquer la situation dès le début. End note intérieurement que, heureusement, Shoko était suffisamment simple d'esprit pour être facilement convaincu. Au milieu du feu et de la destruction, End et Shoko se serrent la main, scellant leur nouvelle alliance. Le long flashback se termine alors qu'End réfléchit qu'il n'avait jamais prévu de rester duc pour toujours. Il n'avait l'intention de conserver le titre que jusqu'à la majorité du jeune fils de son frère décédé, observant le garçon de loin. L'histoire culmine avec la mort de l'empereur précédent et le couronnement subséquent de El-Batro. End raconte qu'il a laissé son cousin en charge du domaine pour surveiller El-Batro avant d'entrer dans la prison impériale pour criminels politiques. Enfermé dans sa cellule, End se souvient que les seules nouvelles qu'il entendait à propos d'El-Batro étaient mauvaises. Il estime qu'il s'attendait à ce qu'El-Batro soit incompétent et obsédé par les femmes, mais sa toxicomanie fut une totale surprise. Note que malgré les innombrables déchaînements d'El-Batro, il n'avait jamais touché aux stupéfiants auparavant. Il se demande comment El-Batro a acquis ces drogues, car les psychotropes sont strictement interdits dans l'Empire. Et End suspecte que les drogues proviennent de l'Orowi, une nation connue pour les utiliser afin de remonter le moral de ses soldats. La scène s'intensifie alors qu'End a une réalisation soudaine. Se souvenant du mariage d'El-Batro, il se demande si l'impératrice de l'Orowi était celle qui fournissait les drogues.
End examine la théorie, mais constate que l'impératrice est déjà morte, suggérant qu'un autre agent de l'Orowi est près d'Elbatro. Incapable de résoudre le mystère, il se rappelle qu'il a été contraint de rencontrer Elbatro suite à une requête de Madame Listo. Ses pensées sont interrompues par la fille d'Elbatro, arrivée dans la cellule voisine, se plaignant bruyamment de la prison. End observe que la méchante personnalité de la gamine est identique à celle du jeune Elbatro. Un sourire sinistre traverse son visage alors qu'il réalise ce que cela signifie. Pensant que n'importe qui voudrait lui parler, il décide d'agir. À sa surprise, il trouve l'enfant plutôt drôle alors qu'elle jacasse à propos de fraises et de la confortabilité de sa cellule. Il médite qu'elle est encore plus idiote qu'Elbatro et ressentant une étrange tristesse, il lui offre un panier à travers le nouveau trou. L'expression d'End se durcit lorsqu'il remarque que la petite idiote est revenue immédiatement. Elle revient avec une nouvelle échymose sur le visage, venant d'être frappée par le grand imbécile Elbatro. Enragé, End part immédiatement affronter Elbatro sous le couvert de la nuit. Il attrape Elbatro, expliquant qu'il avait seulement l'intention de le prévenir pour avoir frappé un enfant. Voyant Elbatro dans un état de stupeur droguée, le prenant pour l'impératrice, End lui dit de sortir de son état pathétique. Il bat Elbatro à 2 doigts de le tuer avant de retourner calmement à sa cellule. Cette nuit-là, le dieu du foyer, Chiron, apparaît devant End dans un rêve, irradiant une immense puissance. End raconte que Chiron, d'ordinaire doux, s'enrage et le bat à le rendre inconscient chaque fois qu'il apparaît dans ses rêves. Coup de poing. Chiron assène un coup violent, exigeant de savoir pourquoi End ne peut pas simplement être gentil avec son ami, rappelant son expulsion du palais. La bastonnade continue alors que Chiron questionne l'humanité d'End pour avoir purgé son oncle Milga, qu'il jugeait indigne d'être vengé. Tandis que Chiron lui assène un puissant coup de pied, End pense que cette fois, il n'a rien fait pour mériter une raclée. Il se prépare à l'impact, atterrissant lourdement sur le sol. End exige finalement de savoir pourquoi il est frappé, et Chiron révèle la vérité choquante. End a voyagé 16 ans en arrière dans le temps. Chiron explique que dans le futur, Ende a été responsable de la mort du dernier héritier de Kisomalos. Il révèle que le dieu de Kisomalos a payé un lourd tribut, utilisant tout son pouvoir pour remonter le temps avec l'aide d'un dieu du temps. End devine astucieusement que c'est Chiron qui a aidé, incitant le dieu à le traiter de renard déguisé en ours. Chiron admet s'être senti responsable de l'erreur d'End et avoir partagé son pouvoir, ce qui a entraîné sa rétrogradation au rang de dieu de basse classe. Alors qu'End assimile la gravité de la situation, Chiron le prévient que le même prix devra être payé à nouveau dans 16 ans. Le dieu se retourne furieusement contre End, exigeant qu'il prenne la responsabilité du désordre qu'il a créé. End ricane, déclarant avec indifférence que si l'héritière est morte, elle l'a probablement mérité. Enragé, Chiron l'attrape en criant que l'héritière est l'enfant de la cellule voisine et qu'il doit prendre ses responsabilités. Il assène un autre coup de poing, avertissant End d'accepter son devoir, ou d'affronter une vie misérable, en portant le karma. La force du coup fait reculer End de douleur. Il regarde la jeune fille endormie, méditant sur son avenir tragique, et se demandant si cette naïve idiote deviendra vraiment une ordure digne d'exécution. Tirant doucement la couverture sur elle, il se demande comment il devrait la traiter maintenant qu'il connaît la vérité. Lui caressant les cheveux, il réfléchit à sa mignonnerie, qui contraste fortement avec une vision de son futur moi comme une ordure sans valeur qui ruine le pays. Sa main hésite au-dessus de son cou, alors qu'il conclut que Rorowi est la figure la plus suspecte dans toute cette affaire. Il se souvient qu'Elbatro était une personne décente avant de rencontrer Rorowi, et contemple le poids de sa nouvelle responsabilité. Avec Elbatro perdu dans la drogue, End réalise que protéger la jeune fille est le seul moyen de préserver la lignée Kisomalos. Il se lève, déterminé, déclarant que le temps du repentir n'est pas encore révolu. Se rappelant les supplications paniquées de Shoko, End réitère sa décision de rester en prison jusqu'à la majorité de son neveu. Malgré sa pitié pour l'enfant, il se sent lié par sa promesse et se résout à se détourner d'elle froidement. Serrant le poing avec une détermination nouvelle, End déclare avec une certitude absolue qu'il peut l'élever mieux qu'Elbatro. Bungora contemple la princesse, décidant de ne pas compatir, car elle deviendra probablement une bonne à rien. Il se contredit immédiatement, admettant qu'elle est mignonne et lui rappelle quelqu'un nommé Elbatro. Une nouvelle détermination se forme dans ses yeux alors qu'il se demande s'il ne devrait pas l'élever lui-même, certain qu'il ferait un meilleur travail. Une narration révèle que pendant qu'il y réfléchissait, la princesse a causé un incident majeur. Il se souvient du moment où elle a pardonné ses péchés,
un souvenir qui le laisse encore maudire les dieux de Chiron, avec incrédulité. Bungora se souvient du pouvoir profond de ces mots, l'absolvant au nom de la véritable lignée Kisomalos. Réfléchissant à ce jour, il pense que son acte imprudent de pardonner les péchés d'autrui montre à quel point elle est déficiente. Il décide d'interpréter son pardon comme une autorisation à devenir son tuteur, une décision illustrée par une vision d'elle nommant un bon père. Son chemin étant désormais clair, Bungora narre que rien ne pouvait le retenir, alors qu'il déchaîne toute sa puissance. Maintenant rasé de près et raffiné, il dit à un compagnon de lecture que son plan n'est pas de reprendre le travail parental, mais de frapper le palais impérial, choquant un préposé voisin. Dans une grande salle, la princesse le nomme officiellement son père, lui ordonnant de l'élever magnifiquement, alors que sa vie d'empereur commence. Il lit un livre sur le développement de l'enfant, narrant qu'avec un seul tuteur, il devait l'élever avec la plus grande dévotion. Il se souvient avoir joué avec elle de toutes ses forces, mais conclut qu'il a peut-être exagéré lorsqu'elle a éclaté en sanglots. Une femme, âgée aux cheveux gris, tient la princesse en pleurs. Son visage, un masque de choc et de désapprobation. Il se souvient avoir été grondé par Madame Listo, tout comme dans sa jeunesse, et passe comiquement sur les détails de l'emménagement. Tenant l'enfant endormi, il décide qu'elle a besoin d'un animal de compagnie et d'amis pour son développement émotionnel. Remarquant sa fascination pour la guerre, il pense qu'elle est trop jeune pour y participer, mais que regarder un champ de bataille pourrait suffire. Il réalise que le moment est parfait, car l'anniversaire d'une personne nommée Vishunate approche. Tenant la princesse, il sourit, et déclare fièrement qu'en tant que son père, il va désormais personnellement la nourrir de tout. Le jour du couronnement impérial, une proclamation commence au nom de Vishunate Roroi Kisomalos. Vishunate présente la couronne, conférant le titre d'empereur de Kisomalos par procuration à son père, Endekironchal. Elle place personnellement la couronne sur la tête d'Ande, consolidant son rôle d'empereur légitime jusqu'à sa majorité. Estante. La narration note que de nombreux nobles assemblés n'étaient pas satisfaits de ce développement. Un flashback révèle une scène sinistre. L'ancien empereur brûlé sur le bûcher la veille. Le narrateur admet que tenir le couronnement immédiatement après n'avait pas bonne mine, suivi d'une pensée intérieure se demandant si les gens avaient oublié qui avait suggéré l'autodafé. La pensée se révèle être celle de Vishunate, qui se moque intérieurement de l'idée qu'elle pleurerait son père mort. Elle révèle qu'elle a rempli son père d'analgésique par miséricorde avant son exécution, croyant avoir fait son devoir de fille. Vishunate sourit, pensant en elle-même que la cérémonie de couronnement elle-même n'est pas ce qui compte vraiment. Avec un cri joyeux, elle éjecte brusquement Ende du trône et renvoie la cour, la cérémonie étant terminée. Vishunate appelle avec enthousiasme sa grand-mère, tandis que la femme plus âgée, Tania, observe avec une expression sévère. Elle court les bras ouverts vers Tania. Posant gentiment, Vishunate demande si elle peut enfin rencontrer Lord Isferon. Clignant de l'œil, elle demande à Tania si la travailleuse Visha n'est pas tout simplement adorable. Tania réagit avec dégoût, lui disant d'arrêter, tandis que Vishunate exige d'être traitée avec respect. Tania accepte à contre-cœur de convoquer quelqu'un du palais extérieur, déclarant avec assurance qu'aucun roturier n'oserait la refuser. Vishunate explose de colère, insistant furieusement sur le fait que Lord Isferon n'est pas un roturier. Tandis que Tania crie en protestation choquée, Vishunate l'ignore et s'éloigne en courant. Elle court avec empressement dans le couloir, ravie de rencontrer enfin Lord Isferon. Une femme de chambre annonce l'arrivée de Lord Isferon, et Vishunate pousse un cri de joie extatique. Un gros plan révèle le léger sourire d'un homme mystérieux. Un bel homme aux cheveux foncés et au manteau noir formel, Isferon, est entièrement révélé. Vishunate est totalement captivée, pensant que ses yeux sombres et lugubres sont impressionnants alors qu'elle se précipite vers lui. Crac. Dans son excitation, elle trébuche et tombe la tête la première sur le sol. Isferon exprime immédiatement son inquiétude, demandant si son Altesse va bien. Se relevant précipitamment, Vishunate l'assure rapidement qu'elle va parfaitement bien. Elle fait une révérence polie et se présente formellement comme Vishunate, accueillant le jeune héros. Alors qu'elle termine sa salutation formelle, une seule goutte de sang s'échappe de son nez. Une femme de chambre proche à l'aide d'horreur, tandis qu'Isferon la regarde avec une goutte de sueur. Mortifiée, Vishunate réalise qu'elle a le nez qui saigne et pense avoir complètement gâché leur première rencontre. Plus tard, assise en face d'Isferon, elle se désole intérieurement de son spectacle embarrassant, bien qu'elle note qu'il lui a gentiment donné un mouchoir. Une jeune fille aux cheveux blonds rayonne,
qualifiant quelqu'un de cool et gentil avant de demander un autographe au héros garçon. And baisse les yeux sombrement, insistant sur le fait qu'il n'est pas digne du respect de son Altesse. La jeune fille écarte sa solennité comme un petit jeu amusant. Une servante arrive avec une pierre spirituelle de guérison, et la jeune fille insiste, embarrassée, sur le fait qu'elle va bien, et qu'il ne faut pas faire d'histoire. En regardant une éraflure superficielle sur sa main, elle réalise que tenir la pierre aurait dû la guérir et s'excuse. And révèle son bras meurtri, expliquant que le pouvoir de guérison de la pierre a été utilisé sur lui, choquant la jeune fille. Halette. Elle devient furieuse, se demandant pourquoi l'empereur ne distribue pas de pierres spirituelles de guérison à l'armée. Dans un flashback chibi, elle fulmine contre le manque de pierres spirituelles tandis qu'End note son choix de mots. Tandis qu'End tente nerveusement d'expliquer son passé, elle enrage intérieurement contre le traitement minable que reçoit son héros. Elle l'imagine mourant seule dans la caserne à 20 ans, couvert de cicatrices après avoir été exploité jusqu'à l'os. Clac. Sa colère grandit en pensant qu'une simple pierre spirituelle ne peut pas réparer les mauvais traitements infligés à un jeune de 15 ans. Sautant sur ses pieds, elle ordonne à une servante nommée Emiri d'apporter immédiatement un cristal divin de guérison. Emiri explique frénétiquement que le budget du palais ne peut pas se le permettre, tandis qu'End essaye de les rassurer qu'il va bien. La jeune fille écarte les préoccupations financières, déclarant qu'ils mangeront simplement de la soupe de viande aqueuse à partir de maintenant. Elle réaffirme son ordre pour le cristal, émouvant Emiri jusqu'aux larmes par son immense gentillesse. La scène se déplace le lendemain matin dans le grand palais impérial. Une main claque. Une cuillère avec frustration. Face à un bol de soupe claire, la jeune fille explose de rage, demandant comment elle est censée vivre avec ça. Emiri s'agenouille et s'excuse, expliquant que le budget était entièrement épuisé et qu'il n'avait que 3 pommes de terre pour le petit déjeuner. Un flashback montre la jeune fille donnant joyeusement une cape à End, le prévenant de la prendre ou de risquer de devenir un cadavre mystérieux. Elle réfléchit à son astuce, ayant réussi à obtenir son autographe sur son mouchoir. Voyant Emiri et une autre servante émaciée, elle décide qu'elle ne peut pas les laisser mourir de faim à cause de ses actions. Avec une détermination retrouvée, elle annonce qu'elle doit aller voir son papa. Elle effectue une prosternation complète devant Elbatro. Son père la regarde, peu impressionné, et lui demande ce qu'elle pense faire. Elle explique joyeusement que c'est l'inclination de plus haut niveau qu'elle puisse faire, et le supplie d'augmenter le budget de son palais. Elbatro demande si elle est vraiment la princesse, se rappelant qu'elle a donné un cristal divin de guérison à Hesperon. Elle déborde d'affection, déclarant qu'elle est sa fille unique et précieuse. S'accrochant à sa jambe tandis qu'il marche, elle crie fièrement que son impudence est sa fierté. Elbatro révèle qu'il a fermé le palais de l'impératrice et collecté des dommages, faisant qu'un budget supplémentaire d'1 an pour elle n'est pas un problème. Il la soulève en l'air, tandis qu'elle lève les bras en signe de célébration. La tenant, il ajoute qu'il y a une condition, et elle demande avec empressement ce que c'est. Il exige qu'elle cesse de sauter les leçons, et annonce des rénovations à son palais. À sa grande consternation géniarde. Elle négocie pour un nouveau catalogue de jouets variés, qu'il lui accorde, tandis qu'elle nie en privé en avoir besoin. Elbatro décide de commencer la construction immédiatement, emportant une jeune fille résignée. Elle croise les bras, sous-estimant les changements et supposant qu'il ne s'agira que de réparations mineures. Jega. Plus tard, elle pousse un cri horrifié en voyant sa chambre nouvellement redécorée. Elle questionne furieusement les nouveaux meubles ronds et hideux et exige de savoir où est passé son ensemble en bois de rose. Elbatro se tient derrière elle, lui rappelant froidement qu'elle a accepté l'accord avec joie. Elle pointe du doigt de manière accusatrice, criant que la nouvelle configuration n'est pas meilleure et qu'elle n'a même pas d'amis avec qui l'utiliser. Il l'informe calmement qu'il lui a assigné un ami rémunéré pour jouer avec elle, suivant son propre précédent. Il lui remet un dossier, déclarant que jouer seul entravera ses compétences sociales, que son temps avec lui n'a pas amélioré. La narration explique qu'il était un cas spécial, et pour éviter un résultat répétitif. Elbatro présente le dossier avec un regard éblouissant et déterminé. Alors qu'elle fixe le dossier, un fort béhet résonne dans la pièce. Une poupée mouton d'apparence maudite rebondit de manière erratique, bêlant qu'elle ne cesse de revenir à cause d'elle, la descendante. La poupée mouton la frappe avec le dossier, bêlant qu'elle avait besoin d'acquérir des personnes talentueuses. Grève erreur. La poupée déchiquette les papiers dans une frénésie, la faisant se demander si les moutons peuvent avoir la rage. Elbatro déclare nonchalamment que le dossier détruit était une copie et qu'il en a un autre, provoquant un bêlement surpris de la part du mouton. S'agenouillant à côté d'elle,
Il lui présente un nouveau dossier, proposant un autre enfant à sa considération. Il présente le dossier d'une fille de la famille Achille, et elle trouve sa potentielle nouvelle amie mignonne. Visha pointe le dossier avec empressement, faisant son choix, tandis que la poupée mouton confirme qu'une Achille est un excellent choix. Elbatro confirme son choix mais révèle qu'il a une dernière chose à ajouter, brandissant un collier blanc. Il explique qu'il a capturé un animal de compagnie pour son développement émotionnel, révélant la poupée mouton portant désormais le collier et la laisse. Il tend la laisse à une Visha déconcertée, lui disant d'élever bien l'animal. Clignant de l'œil avec charme, Elbatro dit à Visha qu'elle peut donner un nom à son nouveau compagnon. Il tourne immédiatement les talons pour partir, expliquant qu'il est occupé par son travail, ce qui fait trembler Visha de frustration. Maintenant comiquement attaché à la brebis hilare, Visha bouillonne de rage, trouvant la situation exaspérante. Ouah! Son cri résonne à travers le palais alors qu'elle proteste en voulant une amie, pas une brebis folle, tandis que la poupée rétorque qu'elle ne veut pas être élevée non plus. Ailleurs, la fille de la famille Achille regarde par sa fenêtre tout en lisant un livre identifiant Vishunate Rorovi-Kisomalos comme la seule héritière qu'elle doit servir. Son expression se durcit à mesure qu'elle lit, pensant à l'héritière comme à un être qui la corrompra et la transformera en clown.